Oui, Parfait. oui. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Dévélancez-vous au troisième débat d'idées de la chaîne du débat Quel avenir pour les jeunes malvoyants, non-voyants après le bac, après les études supérieures. Je m'appelle Yves Wansi, je suis le fondateur du cabinet Dévélancez-vous, le cofondateur de l'association Vue d'Ensemble pour ceux qui connaissent et le président en même temps de l'association Vue d'Ensemble. Le cabinet Dévélancez-vous, c'est un cabinet qui accompagne, qui conseille, qui organise des team building, qui fait de la production vidéo et tout récemment la production de podcasts. Et aujourd'hui, nous sommes là dans un contexte particulier. Donc, quel avenir pour les jeunes malvoyants et non-voyants? Ce débat a été, on va dire, un peu poussé par Pia et Agathe. C'est un projet que j'avais en parallèle. En fait, on a conjugué nos idées pour proposer ce débat d'aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que les déboires des jeunes malvoyants et non-voyants pendant les dernières études, on va dire, pendant le bac, pour pouvoir arriver tout de suite à l'université, il y a une grosse difficulté, un gros questionnement, et on se pose des questions sur son avenir. Il faut savoir que les jeunes malvoyants et non-voyants d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes besoins de ceux d'hier. Les besoins sont différents. Il faut aussi conjuguer avec le marché de l'emploi. Et comme j'ai dit d'ailleurs dans un post qui m'avait choqué quand je me suis lancé dans cette lutte, on va dire, cette lutte pour l'inclusion des personnes malvoyantes et non-voyantes, c'est que j'avais fait un constat qui m'avait effrayé. C'est vraiment les malvoyants et non-voyants que je connaissais jeunes avaient le syndrome de la diplômite, le fait d'avoir beaucoup de diplômes, c'est ce que je dis souvent. Donc voilà. Et pourquoi beaucoup de diplômes? Parce qu'on n'est pas en adéquation avec forcément son handicap et aussi le marché de l'emploi. Et ça, aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui pour nous, c'est de co-construire un projet qui serait le projet d'une plateforme, hein, la plateforme de guidage, un guidage pour trouver les bons accompagnateurs, que ce soit les institutions et même les académies. Ça, c'est aussi, on va discuter ça tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, Pierre et Agathe vont prendre la parole. Donc, je vais tout de suite passer un peu à un petit côté technique. Ce soir, déjà, pour ceux qui ne parleront pas, est-ce que vous pouvez couper les micros? C'est important pour nous, pour qu'il n'y ait pas un brouhaha pendant le débat. Donc, ensuite aussi, le débat sera en deux temps. Il y aura un premier temps où on va échanger avec les 7 invités, les 7 invités qu'on a cités. Et en deuxième temps, enfin, le premier temps, ça sera 30 minutes. Et le deuxième temps sera 1 heure, on va dire une grosse heure, 1 heure 1/4 sur le micro ouvert pour des propositions, des échanges et des discussions. Donc, voilà. Donc, techniquement, est-ce que quelqu'un a un problème? Est-ce que vous voulez partager sur Facebook? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse un petit moment de régler tout ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Très bien. Pour parler, on va demander la main levée aussi, c'est important. Donc, on va demander tout à l'heure les questions. On va poser des questions, les gens ont des questions à poser. C'est important que les mains soient levées. Maintenant, je vais passer la parole à Pia. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. On est vraiment très heureux de partager ce moment avec vous. Voilà, donc je vais vous attirer votre attention sur quelques petites choses qu'on voulait mettre au point avant de commencer ce débat, puisqu'on est nombreux ce soir. Tout d'abord, on voulait vous dire qu'on n'était absolument pas là pour dénoncer le fonctionnement de telle ou telle institution. On est vraiment là pour partager un moment ensemble d'enrichissement mutuel dans une ouverture d'esprit. Déjà, voilà. Et puis après, quelques petites règles de conduite qui paraissent évidentes normalement. Bien sûr, de respecter les opinions des autres, même si des fois elles sont différentes des nôtres. Et puis de rester dans un esprit de bienveillance. Parce que voilà, des fois, il y a des expériences de vie qui sont un peu délicates qu'on va peut-être pouvoir aborder ce soir. Et donc, c'est vraiment très important pour nous de rester dans cette bienveillance-là. Voilà. Ensuite, pour finir, nous, on va essayer de gérer le temps de parole de chacun. Donc, bien sûr, on fait attention à ne pas se couper la parole et puis à rester dans le timing pour que le plus grand nombre puisse participer. Voilà, donc je vous souhaite un très, très bon moment. Merci de votre confiance en tout cas. Et donc, on va faire un petit tour de table pour présenter les intervenants rapidement qui sont avec nous ce soir.
Donc, nous avons Caroline Chabot qui est présente. Donc, si tu as quelques mots à dire, Caroline, c'est à toi. Bonsoir, donc je suis maman d'une jeune fille aveugle qui a 12 ans et je suis là pour représenter l'ANPEA, l'Association nationale des parents d'enfants aveugles. Super, merci Caroline. Nous avons également Céline Wichard ce soir. Bonsoir. Moi, je suis ravie d'être présente avec vous parce que je pourrais apporter un éclairage de mon petit bout d'Helvétie étant genevoise. Et le système est très différent, je pense, en Suisse et en France par rapport à l'insertion scolaire et par la suite aussi au niveau des études supérieures. Et à côté de ça, je suis coach professionnel notamment. J'accompagne des personnes avec ou sans handicap, notamment vers le marché de l'emploi, mais pas que. Et je pense que c'est surtout cette casquette qui est intéressante ce soir parmi les nombreuses autres choses que je fais, mais je suis aussi spécialiste en communication accessible notamment. Très bien, merci Céline. On a hâte d'entendre la suite. Nous avons également Emmanuel Coutris avec nous. Bonsoir, moi je suis administrateur système à l'Université Paris-Saclay et donc j'ai suivi un cursus universitaire tout en étant non-voyant donc dans le domaine de l'informatique. Donc je pense pouvoir apporter quelques idées sur ce domaine. Voilà. Très bien, merci Emmanuel. Nous avons pour la suite, on a aussi Naël Sayeg. Donc si tu as un petit mot à nous dire, Naël, c'est ton tour. Bonsoir, moi je m'appelle Naël, je suis non-voyant et j'ai 14 ans et je suis en 5e. Très bien, super, merci Naël. Domitille. Et Domitille, la fille de Caroline, du coup. Alors, je suis désolée, elle viendra tout à l'heure, mais là, elle est partie. Elle vient de partir chercher quelque chose. Bon, alors elle se présentera par la suite. De toute façon, on aura également des questions à lui poser. Et puis, nous avons Agathe Thévenin-Vialet avec nous de Qui je suis. Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente parmi vous et d'animer à nouveau un deuxième débat auprès de Yves. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis accompagnante parentale pour les parents d'enfants en situation de handicap. J'ai moi-même un parcours universitaire un peu particulier et c'est un sujet qui me tient, comme vous le verrez, tout particulièrement à cœur. Et j'espère pouvoir accompagner des parents qui auraient besoin sur cette question épineuse de la parentalité et des études supérieures. Voilà. Merci à vous. Je vais laisser donc la parole du coup à Agathe. Tu vas pouvoir continuer. Ouais, tout à fait. Alors, Yves vous l'a déjà un peu présenté, mais je vous présente très, très rapidement le déroulé du débat. Maintenant que vous avez les invités, vous voyez qu'on a une grande richesse, une grande palette d'invités avec nous qui tous ont des expertises particulières sur un sujet donné. Donc, nous allons leur poser des questions tour à tour, 2 questions chacun à peu près. Et ensuite, on vous donnera la parole à vous. On parlera de vos attentes, on parlera de la plateforme, on parlera aussi de la parentalité. Voilà. Donc, globalement, une première partie dédiée à nos invités, une deuxième partie qui vous sera dédiée à vous aussi. J'ai vu que certains avaient accès au chat. Je ne sais pas si tout le monde peut les lire. Moi, en tout cas, oui. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je donne la parole à Yves. Très bien, merci. Merci pour ces présentations. Donc, moi, je me présente Yves Wancy de Strasbourg. Je suis malvoyant, donc pour ceux qui ne l'ont pas remarqué. Je suis entrepreneur social et solidaire. J'ai la chance d'être handicapé, comme j'aime souvent dire, parce que c'est grâce à cet handicap qu'aujourd'hui, je peux m'émanciper, voyager, travailler, apporter ma petite pierre à l'édifice aux associations aux associations qui ont déjà œuvré pour militer comme le handicap visuel. Je ne suis jamais là pour tirer sur ambulance, comme j'aime souvent dire, mais apporter ma petite contribution et former un groupe de mal et non-voyants de tous bords, hein, que ce soit de France, de Strasbourg, de Suisse, de Russie. J'ai vraiment un gros réseau au niveau, je commence à avoir un réseau important au niveau mondial. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est de mutualiser les gens, mutualiser les idées, proposer des choses nouvelles afin qu'ensemble, on puisse faire évoluer le monde de demain. Donc, je vais poser la première question tout simplement à Agathe, à ordre alphabétique. Je reviens vers toi, Agathe, expressément. Pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours?
Pas très long, je te connais, tu parles un peu. Oui, oui. Mais bon, on Non, va je suis pas abréger. bavarde, moi. Je suis pas du tout bavarde. Je vois pas de quoi tu parles, vraiment. Donc, on va Ciseaux commencer par foncés. toi. Voilà. Très bien. Ben moi, je suis aveugle complet. Je vois, j'allais dire Walou, c'est très politiquement correct dit comme ça, donc je n'y vois strictement rien. J'ai 25 ans aujourd'hui. J'ai été très vite, dès toute petite, extrêmement attirée par la musique et j'ai fait un parcours scolaire et jusqu'à la licence de musicologie normale, donc dans les études tout à fait lambda. J'ai fait une licence donc de musicologie qui s'est malheureusement très mal terminée. Je n'ai pas pu avoir accès au master pour la simple et bonne raison que je n'avais pas ma licence avec 9,5 de moyenne et qu'on me l'a donnée en me rajoutant un demi-point et en me disant ben, comme ça, tu sors de la fac parce que de toute façon, tu ne rentreras pas en master MEF. Donc, je voulais être enseignante de musique dans les collèges et puis finalement, j'ai décidé d'aller en master recherche où j'ai été extrêmement mal accueillie. Donc, j'ai décidé de dire que puisqu'on me sortait de la fac, eh ben, je m'y sortirai aussi et que je ferai autre chose. Et j'ai eu envie d'aider justement les personnes en situation de handicap. Donc, je suis devenue monitrice éducatrice, puis accompagnante en parentalité. Et j'ai rencontré Pia qui m'a parlé de son parcours assez similaire au mien, comme vous allez le voir. Ce qui m'a fait comprendre que je n'étais pas seule à avoir vécu une telle situation, qu'il y en a qui vivent des bonnes situations, d'autres des mauvaises, et voilà, que c'était important pour moi d'évoquer ce sujet avec vous et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, pas forcément de nouveau, mais en tout cas pour mieux vivre cette période qu'est les études supérieures, qui n'est pas forcément une période évidente pour les déficients visuels. Voilà. Merci Agathe. La même question à Pia. Dis-nous tout sur toi. Tout. Allons-y, c'est parti, ça va être long. Hein. Tu sais que je parle beaucoup aussi. Déjà, vraiment, je vous remercie à tous les deux, Agathe et Yves particulièrement, parce que c'est grâce à vous que ce débat a lieu ce soir. Donc, ça faisait très longtemps en fait que j'avais envie de créer quelque chose dans ce sens-là, et donc je suis très contente. Voilà. En fait, moi, je suis malvoyante de naissance. Ma vue a beaucoup évolué ces 15 dernières années. Et c'est vrai que je vois de moins en moins bien, donc je ne peux plus lire, je ne peux plus écrire. Je suis également sujette à des douleurs chroniques oculaires et c'est particulièrement ça, je pense, qui chamboule mon quotidien plus que l'adaptation au handicap visuel à proprement dit. Voilà, je pense que c'était important de le préciser. J'ai suivi un parcours dit scolaire classique jusqu'à l'université, effectivement, où les choses se sont vraiment compliquées pour moi. Voilà, j'ai eu la chance quand même par moment d'avoir des super équipes pédagogiques qui m'ont suivi et qui m'ont soutenue, notamment lors du bac, puisque je ne pouvais plus lire et plus écrire pile poil à cette année-là, donc ça a été compliqué de le valider. Mais en tout cas, pour tout ce qui est partie universitaire, on se rejoint beaucoup avec Agathe sur les problématiques, puisque ce qui a fait que je n'ai pas pu terminer mes études de psychologue, ce dont je rêvais de faire depuis 15 ans, ça a été vraiment les aménagements en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas pu obtenir un tiers-temps pour le rendu de mon mémoire. Voilà, dans les conditions dans lesquelles j'étais à ce moment-là, c'était aussi un master psychologie clinique et de recherche. Et la recherche n'était pas du tout adaptée en fait par rapport au handicap visuel. Et donc voilà, je n'ai pas pu terminer ces études. Il y a un moment donné où j'ai fait comme Agathe, j'ai lâché prise. Je me suis rendu compte que si ce modèle-là ne voulait pas de moi, c'est qu'il fallait que je fasse différemment et que j'arrête de lutter à tout prix pour pouvoir correspondre à ce modèle-là et finalement de créer aussi autre chose pour être tout simplement bien dans mes baskets. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis praticienne en massage bien-être. J'ai fait une formation pour la première fois dans un milieu spécialisé au handicap visuel dans l'association Valentin Aoui. Et c'est donc un diplôme d'État et je viens de créer ma propre entreprise, donc Piana Massage, dans le sud de la France et j'en suis très heureuse. Alors, ce n'est pas forcément la bonne conjoncture, on le sait tous pour le massage, mais en tout cas, il y a déjà un élan de création et de projet, donc c'est déjà le plus important. Et pour le débat de ce soir, comme je disais tout à l'heure, en fait, un peu comme Yves, moi, je pense que déjà le fait de se réunir, c'est le premier pas pour la future génération parce qu'on est tous un peu isolés, encore plus en ce moment dans cette période. Et je pense que déjà de sentir qu'on n'est pas seul dans ces situations et ensuite
de prendre aussi le pari de faire les choses nous-mêmes et de ne pas toujours laisser la place aux institutions, en fait, qui malheureusement, d'ailleurs tant mieux pour elles, ne vivent pas la même situation que nous. Je pense que c'est important que ce soit nous qui soient acteurs dans nos projets et dès le plus jeune âge, parce qu'à partir de 20 ans, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un accompagnement adapté. Et voilà, donc si on peut se réunir autour de ça et trouver des solutions concrètes, eh ben, je pense que c'est le moment et je suis certaine qu'on va trouver des choses ensemble. Très bien, Pierre. Merci vraiment pour ce discours très intéressant. Je vais rajouter à ce que tu dis que, comme on disait vraiment, pour nous, ce qui importe aujourd'hui pour nous, c'est la nouvelle génération. Parce que quand on sera vieux, c'est eux qui vont venir à notre secours. Je te laisse la parole. Alors, on va commencer. Merci Yves. On va commencer en fait avec Naël. Donc, j'aurai des questions à te poser, Naël. La première, c'est de savoir comment se passe ta scolarité aujourd'hui et quels aménagements sont mis en place dans cet établissement, dans l'établissement dans lequel tu es. Moi, en fait, je suis dans un collège classique de voyants, mais où il y a une classe externalisée du Centre Louis Braille de Strasbourg. Donc, dans ce collège, on est 8 mâles et non-voyants avec une professeure spécialisée qui est là tous les jours. Et on a un suivi avec cette professeure spécialisée en cours où elle vient avec nous dans les matières qui sont plus ou moins difficiles quand on ne voit pas, surtout pour les matières scientifiques. Et j'ai aussi 1 heure à 2 heures par semaine en individuel avec elle pour compléter les difficultés que j'aurais par rapport aux cours dans les matières qui seraient plus ou moins compliquées. Ok, et comment tu te sens du coup dans ces adaptations? Moi, je me sens bien. Je veux dire, en classe, j'utilise un ordinateur avec une plage braille. Donc, ça me permet d'avoir un contact pour les cours avec les professeurs très simple parce que eux, ils ont juste à me donner des cours sur clé USB, des exercices et moi, je peux instantanément la voir sur mon ordinateur. Donc, oui, non, tout se passe très bien. J'arrive à suivre, j'ai aucun souci. Et comment, donc ça c'est quand même déjà super parce que ça va te permettre de prendre confiance pour la suite. Est-ce que tu envisages des choses pour ton avenir scolaire, voilà, pour l'avenir tout court? À quoi tu penses? D'abord, à partir de l'année prochaine, je vais intégrer en fait un collège voyant classique. Donc là où il n'y aura plus cette classe externalisée, pour pouvoir déjà m'habituer au lycée où là on n'aura presque plus d'aide spécialisée, de suivi, pour pouvoir ne pas avoir cette difficulté au lycée de ne plus avoir de suivi, plus la difficulté du passage au lycée avec le travail. Et après, je compte faire des études en informatique pour devenir programmeur en tant que métier. Ok, c'est super, c'est déjà un bel avenir tout pensé. Est-ce que tu sais, justement pour tes études d'informaticien, est-ce que tu sais quels aménagements ou quelles adaptations il faudra mettre en place? Est-ce que tu as déjà pensé à ces choses-là ou c'est loin pour toi? Non, j'ai pas encore pensé parce que, je veux dire, c'est pas encore, une idée sûre. C'est juste, j'ai pensé à ça parce que c'est ce qui me plaît le plus. Mais j'ai pas encore réfléchi à quel aménagement il faudrait faire pour pouvoir suivre les études dans de bonnes conditions. D'accord. Est-ce que tu penses, par exemple, je ne sais pas, suivre une formation spécialisée ou tu ne sais pas encore, hein? Non, moi, je comptais faire une formation à la fac normale avec des voyants et pas suivre une formation spécialisée. Ok, très bien. Je te remercie, Naël. Je vais poser
les mêmes questions à Domiti, si elle est présente. Elle est présente. Je suis présente. Salut Domiti, bienvenue. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ta situation scolaire, savoir comment ça se passe pour toi. Elle se présente d'abord, quand même. Bah oui, quand même. Moi, je m'appelle Domiti, j'ai 12 ans. Oui, je suis en 5e, voilà, c'est ça, je suis en 5e. Et voilà. Et comment ça se passe en 5e alors pour toi? Ça se passe bien. En vrai, il y a certaines matières où c'est un peu difficile, mais comme l'anglais, oui, moi aussi je t'aime pas l'anglais. Mais sinon, en 5e, ça se passe bien. J'ai des bonnes notes et tout ça. Je me permets de te demander, Domiti, parce que je ne sais plus, tu es malvoyante ou tu es non-voyante? Non-voyante complète, à 100%. Très bien. Ok. Et est-ce que tu as des aménagements particuliers là dans ton établissement du coup? Des aménagements particuliers? Ouais, tu vois, pour suivre les cours, est-ce que tu as des aides, des outils techniques? Vinaves, et j'ai un ordinateur braille, donc un bloc-notes braille, qui est branché à un écran pour que les profs ils puissent voir ce que j'écris. Ok, très bien. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Bon. Bah, super. Et est-ce que tu as des... Dis-moi. Il y a un enseignant spécialisé qui vient 2 fois par semaine. Ah, quand même, d'accord. Très bien. Et est-ce que tu as des idées pour l'avenir ou c'est un peu loin pour toi? Est-ce que tu as des idées de ce que tu aimerais faire? Mes idées de carrière, elles sont en tête depuis des années. Je vais être chercheuse en mythologie comparative. Ah bah rien que ça. Dis donc. Ok, c'est sérieux les jeunes là. Bon, super, très bien. Et du coup, tu as déjà réfléchi un petit peu à où est-ce que tu voulais faire ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire ces études? Moi déjà, alors, je voudrais faire une prépa Cagne-Hippocagne et aller à Normal Sup. Mais il faut un agrément d'anglais. Exactement. Donc j'ai juste un niveau à rajuster. Bon, bah écoute, est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire? Non, je suis passionnée de création. Bon, tu hésites pas, hein, s'il y a d'autres choses par la suite, tu n'hésites pas à nous poser des questions ou si tu as des choses à nous dire aussi, n'hésite pas à parler. Je vais passer maintenant la main à Céline. Donc Céline, je voulais te demander, toi, comment s'était passée en fait ton adaptation à la fac après le bac déjà, dans un premier temps, voilà. Alors, de mon côté, j'ai eu plus de soucis avec certains enseignants pendant le bac, qui chez nous s'appelle la maturité. Mais c'était souvent des soucis individuels, en fait. Typiquement, j'étais tombée à l'époque sur une enseignante de biologie qui était à 1 an de la retraite et qui refusait, par exemple, catégoriquement que je saute le dessin scientifique, alors que moi, je n'étais pas en mesure de dessiner correctement en faisant de l'observation au microscope. Donc, et même quand on était à 2 sur un microscope, c'était difficile pour moi. Il fallait faire des réglages à double parce qu'évidemment, l'ami qui travaillait avec moi n'avait pas du tout la même vue que moi, forcément. Donc, c'était très compliqué. Et en fait, là, c'était vraiment, au final, des problèmes liés, je dirais plutôt aux individus. Et c'était vraiment du cas par cas qui m'ont parfois demandé d'aller jusqu'à la direction de l'établissement en disant « Écoutez, j'ai un problème avec cet enseignant spécifique ou cette enseignante spécifique qui refuse de s'adapter à ma problématique. » Mais après, ça m'est arrivé extrêmement rarement. Enfin, moi, j'ai vraiment ce souvenir précis de cette enseignante de biologie qui m'avait cassé les pieds au point qu'elle m'avait demandé de photocopier en A3 l'ensemble d'un manuel de 400 pages. Alors bon, je me suis dit que si c'était vraiment le prix à payer, avec mes parents, on a fait ce qu'il fallait, on a photographié tout le manuel, mais enfin voilà, c'était vraiment un cas spécifique. Autrement, au niveau de mes études, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin d'aménagement particulier à l'époque. J'utilisais un ordinateur pour prendre des notes, mais c'était... à l'époque, je voyais encore à 40%, donc j'avais encore une relativement bonne vue. Puis
puis au-delà du fait d'être assise en classe au premier rang, après, moi, j'avais systématiquement l'habitude d'être proactive, et ça, c'est mes parents qui m'ont toujours inculqué le fait de faire part de mes besoins aux enseignants aussi, et ça, je l'ai toujours fait, même à partir de ce qui correspond au collège chez nous, qui est chez vous, pardon, qui est chez nous le cycle d'orientation, où systématiquement, chaque année, en début d'année scolaire, je faisais le tour des enseignants en attendant parfois la fin du cours, en expliquant, bah voilà, moi je vois mal, j'ai besoin de telles adaptations. Si vous pouvez éviter d'écrire en rouge et en vert au tableau, ce serait mieux pour moi. Si vous pouvez me fournir... Aujourd'hui, je suis sûre que ça ne se fait plus, mais les acétates pour les rétroprojecteurs en fin de cours, par exemple, les photocopies des acétates pour que je puisse éventuellement rattraper à la maison. Enfin, ce genre de petites adaptations qui n'étaient pas un énorme travail, mais qui parfois leur ont demandé des adaptations quand même malgré tout. Et autrement, c'était des photocopies A3 des contenus des contenus des examens. Voilà. Donc, ce n'était vraiment pas un énorme effort d'adaptation. À l'université, j'ai jamais eu de difficulté, j'ai jamais eu besoin d'un tiers-temps supplémentaire non plus, mais je pense que j'étais aussi en suradaptation probablement, parce que mes études, moi j'ai fait des études de lettres, notamment avec un master en français et en histoire générale. Et c'est vrai que j'ai toujours fini ça dans les temps, etc. Mais mon mémoire, par exemple, m'a pris énormément de temps, et en plus, je ne m'étais pas facilité la vie à l'époque, parce que j'avais travaillé sur l'évolution des petites annonces amitié rencontres. Donc, je travaillais dans les archives d'un journal avec des caractères en police 10. C'était assez compliqué. J'ai traîné mon mémoire assez longtemps, mais j'ai quand même pu le boucler dans les temps légaux impartis, disons, pour valider le diplôme. Ok, c'est hyper intéressant. Justement, j'allais te demander, puisque en fait, ce que tu décris, moi, j'ai pu vivre beaucoup ces situations-là en France. Est-ce qu'en Suisse, l'accompagnement pour les jeunes, justement, à l'université qui sont en situation de handicap, particulièrement déficients visuels, est-ce que c'est différent, tu penses, de chez nous? Comment ça se passe? Alors honnêtement, ça a dû certainement bien évoluer, parce que moi j'ai eu mon diplôme universitaire en 2000, ça date, 2014, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. À l'époque, il y avait déjà normalement un département qui s'occupait de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais on était extrêmement peu nombreux dans ces situations. Moi, je n'ai jamais eu affaire à cet accompagnement-là, mais je sais qu'à l'époque, voilà, les enseignants n'étaient pas du tout sensibilisés aux questions de handicap. On utilisait des plateformes de e-learning type Moodle, etc., qui n'étaient pas du tout adaptées pour la déficience visuelle. Enfin voilà, naviguer là-dedans avec une synthèse d'écran, c'est juste la croix et la bannière. Je suis contente de ne pas avoir eu besoin de naviguer avec synthèse d'écran à l'époque, parce que franchement, ça aurait été extrêmement compliqué. Et je pense, à titre personnel, encore aujourd'hui, il y a énormément à faire à ce niveau-là, parce que simplement, il y a une méconnaissance totale de ces questions, et que les enseignants, moi j'ai été enseignante aussi, donc je suis assez bien placée pour le savoir, que même quand on enseigne au secondaire, on n'est pas du tout formé à aucun moment dans notre cursus d'études pédagogiques, et les enseignants de l'université ne font pas d'études pédagogiques, donc probablement ils sont encore moins formés que ceux du secondaire chez nous. N'ont pas connaissance des différents besoins des personnes en situation de handicap, et à moins que les étudiants concernés eux-mêmes ne fassent ce travail de sensibilisation au cas par cas auprès des enseignants, voilà, il y a une véritable méconnaissance, et du coup, ce n'est pas eux qui vont adapter de fait leur support de cours, par exemple, pour qu'il soit facilement navigable. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater de mon côté, mais je ne savais pas si c'était une généralité. Et justement, ce qui était intéressant, c'est voilà, de voir comment ça pouvait se passer ailleurs qu'en France. Je voulais te demander justement si, on sait que tu as été journaliste, donc enseignante. Est-ce qu'aujourd'hui, ton choix de carrière dans le coaching, il est en lien avec des aspects plus personnels de ta vie, ou est-ce que c'est en lien avec ta situation de santé aussi visuelle? C'est plus adapté, plus confortable pour toi aujourd'hui de travailler dans ce domaine? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors clairement, j'ai fait le choix de me reconvertir vers le coaching parce que ça m'éloignait des écrans. Alors aujourd'hui, la situation fait que finalement, on passe beaucoup plus de temps derrière les écrans que tout ce que j'aurais pu imaginer avant. Puisque je coach même à travers les écrans, ce qui n'était pas du tout mon but. Mais oui, effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai ma vision qui s'est détériorée encore en 2017. Et puis à ce moment-là, j'étais déjà journaliste, j'avais enseigné, etc.
Et je pouvais, maintenant, c'était compliqué pour moi de continuer 8 heures par jour, H24 derrière les écrans, c'était juste plus possible en fait. Donc à un moment donné, je me suis dit, restons dans la transmission, l'accompagnement des personnes, ça m'a toujours beaucoup plu, j'aime transmettre aussi. Le coaching, ça me semble une bonne alternative. Allons-y, fonçons. Et puis j'ai trouvé surtout une formation qui me convenait bien. J'aurais volontiers fait un master de psycho, mais je ne me voyais pas refaire 7 ans d'université. Et du coup, surtout qu'il y a beaucoup de lectures, etc. Et du coup, je me suis dit, en connaissant les problématiques de santé, je cherchais une formation qui soit rapide, si possible, certifiante, reconnue, et puis surtout qui puisse être essentiellement axée plutôt sur la pratique. Et j'ai fait le tour des popotes, entre guillemets, j'ai été toquée à différentes écoles de coaching, et j'ai découvert un institut qui travaillait beaucoup sur le principe de learning by doing, donc vraiment par la pratique, en exerçant les outils, etc., et moins sur les supports papier. Je me suis dit, c'est parfait, on a ce qu'il nous faut là. J'ai beaucoup de proactivité et je me suis d'ailleurs beaucoup reconnue dans ton discours, Pia, parce qu'effectivement, je suis aussi très, très partisane du fait qu'à un moment donné, c'est nous aussi, en tant que personnes déficientes visuelles, qui devons prendre les choses en main et prendre notre bâton de pèlerin, ne serait-ce que pour aller faire connaître nos problématiques, en fait. Oui, tout à fait. Je pense que c'est la sensibilisation, ça va un temps, mais effectivement, à un moment, il faut aussi proposer des choses pour faire changer, quoi. Je te remercie beaucoup, Céline. C'est hyper intéressant tout ce que tu présentes. Et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître là-dedans. Je vais maintenant passer la parole à Caroline pour continuer sur les intervenants. Je te remercie et à tout à l'heure. Caroline, je voulais te demander si tu pouvais nous présenter les missions de l'Association nationale des parents aveugles. D'enfants aveugles, pardon, n'importe quoi, des parents d'enfants aveugles. Voilà, déjà, l'émission, s'il te plaît. Donc, la NPEA, c'est l'Association nationale des parents d'enfants aveugles. Je précise qu'on dit aveugles, mais c'est aussi, on accueille aussi les familles qui ont des enfants malvoyants et avec ou sans handicap associé. Donc, c'est une association de parents, tout d'abord. On a, à la NPEA, il y a 2 salariés qui mènent des projets et on développe des projets essentiellement donc, sur l'école, sur les vacances adaptées, les orientations aux études supérieures et professionnelles, notamment avec un partenaire, le collectif Droit au savoir, qui est spécialisé sur le sujet, et puis toute autre thématique. On met en lien des familles entre elles ou des jeunes entre eux aussi, qui souhaitent l'être. Et on aide aussi dans les droits, les démarches, des familles qui en ont besoin. Ah, et donc c'est très très large en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi large, c'est super. La petite enfance aux études supérieures et l'accès à l'emploi, oui. Et quand tu dis du coup les études supérieures, c'est jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a une date limite? Enfin, pas une date limite, mais bon, quelque part. Non, il n'y a pas de date limite. Et des fois, il n'y a pas de date de péremption. On accompagne aussi les parents qui ont des enfants avec handicap associé, troubles associés. On a des parents qui ont des enfants qui sont des grands adultes aussi, qui sont en IME ou en service spécialisé. Généralement, oui, quand ils sont autonomes, après, les parents nous lâchent. Enfin, c'est normal. Voilà, mais quand les enfants sont des grands enfants, enfin, sont plus des enfants, sont des adultes, mais avec des besoins encore très spécialisés, on les accueille. Il n'y a pas de problème, on les accompagne. Ok. Et est-ce que, quand tu dis on les accompagne, est-ce que ce sont plutôt des bénévoles, des professionnels? Comment ça se passe? C'est quel type d'accompagnement Alors, il y a des parents. Nous, parents bénévoles qui accompagnons, certains, on est un peu spécialisés à force. On est plusieurs à travailler aussi un peu dans le domaine de la déficience visuelle. Et puis après, on fait appel à des experts que l'on a sur tel ou tel sujet. Et puis, on a 2 salariés donc, qui peuvent orienter justement vers les bonnes personnes pour répondre aux besoins. Et on est partenaire de certaines associations aussi pour rediriger vers les associations qui pourraient, comme par exemple Droit au savoir, qui sont plus spécialisées sur les études supérieures. Mais sinon, on oriente les familles, on édite des guides aussi, on envoie de la documentation, on apporte de l'information, on aide aussi à débloquer des situations problématiques qui peuvent être en lien avec l'école ou avec
une famille qui a un problème avec une structure spécialisée. On peut même mener des campagnes médiatiques et aller jusqu'à informer le secrétariat d'État et les ministres sur des situations pour débloquer des situations. On l'a fait il y a encore pas très longtemps. C'est bon à savoir, merci. C'est vraiment très intéressant, justement. On siège au CNCPH, donc la Commission nationale consultative des personnes handicapées. Donc, on a vraiment un pied dans les instances publiques. Ok, ah, c'est super. Donc, c'est très complet. Et justement, je voulais te demander, ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, en tant que parent d'enfants déficients visuels, comment tu vois cette prise en charge? Est-ce que tu vois que les parents, quand ils viennent et les enfants, ils sont rassurés par cette prise en charge-là, par l'accompagnement que vous proposez? Comment tu ressens les choses? Bah écoute, après, c'est à eux qu'il faut le demander aussi, mais je pense qu'en général, oui, ils viennent chercher un peu un soutien moral. Et puis, c'est vrai que bah, on crée une forme de collectif et dans lequel ben, on se soutient, on se sent plus légitime parce qu'on sent qu'on n'est pas tout seul. Donc oui, souvent, pour les parents, c'est un soutien important, surtout dans les périodes de difficulté. Et on essaye d'apporter des réponses à leurs questions. Donc oui, en général, ça leur fait du bien. Et puis, on a créé un groupe de jeunes, c'est assez récent, parce que les jeunes, on s'est rendu compte qu'ils cherchaient à être en lien les uns avec les autres. Et tous les 2 mois, on organise une rencontre par Zoom de jeunes et d'ados. Il y en a plus d'une vingtaine déjà qui sont inscrits pour qu'ils débattent, ils échangent. Et on est en train de créer un comité des jeunes parce qu'on s'est rendu compte que nous, parents, on porte la parole et les besoins de nos enfants, mais eux, souvent, ils ne portent pas la même parole, ils n'ont pas les mêmes attentes. Et donc maintenant, on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait faire justement de ce que pensent nos enfants et de comment tenir compte de leurs attentes. Voilà. Eh bien, écoute, je pense que ça va être très, très complémentaire avec ce projet-là de plateforme. Je te remercie beaucoup, Caroline. Merci à vous. Je vais passer la main à Yves, du coup, qui va interviewer Emmanuel. Très bien. Merci, Pia, pour ta brillante prestation. Donc, alors, la question Emmanuel est particulière parce que lui, je sais que c'est quelqu'un qui a toujours eu... il a toujours eu beaucoup de chance. Le problème, souvent, je me dis que ce n'est pas le bon profil, souvent, parce que lui, il a toujours réussi à passer sous les mailles du filet. Est-ce que, Emmanuel, tu peux un peu nous parler de ton adaptation à l'université? Bon, je connais un peu l'histoire parce que je t'ai interviewé dans la chaîne DV Lancez-vous. Et nous parler un peu comment c'est toi qui as créé ton adaptation, forcément, et nous dire un peu ton parcours en même temps. Alors, déjà, peut-être pour resituer un peu, moi, je suis rentré à l'université en 95. Donc, j'ai passé 4 ans d'université, parce que j'étais jusqu'à la maîtrise en informatique. Et à cette époque-là, c'était assez, on va dire, sommaire, en tout cas, les adaptations que j'ai pu avoir. Je m'étais adressé à la mission handicap de l'université où j'étais et qui m'a dit bon, ben, on va voir ce qu'on peut faire, mais est-ce que nous on a que des téléagrandisseurs ou des choses comme ça? Pour vous, ça peut être très utile parce que je suis non-voyant complet. Et donc là, j'ai dû me débrouiller un peu comme je pouvais. Et j'ai eu de la chance, comme dit Yves, parce que l'INJA, donc l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, m'a prêté du matériel pendant mes 2 premières années. Donc c'était un bloc-notes braille de l'époque. Et après, à partir de la deuxième année, fin de deuxième année, j'ai eu la chance que mes parents réussissent à faire un dossier de financement pour que j'ai un matériel à moi. Donc à partir de ce qui s'appelait licence, à partir de la licence, j'ai pu avoir un ordinateur et une plage braille, tout ça personnel. Donc comme dit Yves, beaucoup de chance. Et aussi au niveau de l'équipe pédagogique, où ils connaissaient pas, hein, pour eux c'était... Alors j'étais peut-être pas le premier, mais je pense le deuxième ou le troisième, dans cette université-là en tout cas. Mais dans ce domaine, c'était sûr que c'était assez rare.
Et donc, j'ai toujours pu discuter avec les enseignants. Ils m'ont toujours un peu accordé, soit ils me donnaient les énoncés des différents TD en avance, donc sur format numérique, bien sûr. Soit ils se sont débrouillés pour m'obtenir certaines choses en braille, bon, qui n'étaient pas forcément, on va dire, pas forcément au goût du jour, mais bon, ça m'a toujours aidé. Et puis au niveau des, on va dire, des camarades de classe j'ai toujours eu de la chance aussi où j'ai toujours eu un grand groupe qui se souciait de ah, est-ce que tu suis bien et donc j'ai pas été perdu non plus en fait dans le D'accord. monde de l'université. D'accord. Alors, dans ton cadre de travail, est-ce que tu as l'occasion de rencontrer souvent à l'université des jeunes malvoyants ou non-voyants perdus, on va dire ça comme ça? Est-ce que tu arrives à les rencontrer ou comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir pour planter un peu le décor, moi je travaille dans les services administratifs. Donc en général, je rencontre beaucoup plus éventuellement des secrétaires, éventuellement des personnes qui s'occupent du réseau. Donc en fait, dans le cadre même du travail, je rencontre pas beaucoup d'étudiants. Par contre, en dehors, dans mes différentes activités, j'ai rencontré des personnes qui ont tenté de faire des études, on va dire classiques. Donc des personnes qui étaient alors je sais pas comment ça s'appelle maintenant, tout ce qui est licence, master et avant. Et du coup, c'est vrai que ce que je m'aperçois et agréablement, je dirais, c'est que les missions handicap se sont un peu plus étoffées apparemment sur certaines universités. Il y a même des missions handicap qui se sont organisées pour pouvoir imprimer en braille dès qu'il y a des énoncés ou des choses comme ça. Donc pour moi, en fait, c'est une bonne impression, si je puis me permettre par rapport aux imprimantes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une volonté, j'ai l'impression, des missions handicap en tout cas, pour soutenir les étudiants. Et moi, depuis que je suis dans justement le côté technique, c'est-à-dire plus tout ce qui est, on va dire, serveur ou informatique technique, j'essaie de sensibiliser mes différents collègues que bah, quand on crée un site internet, ça peut être bien, surtout dans une institution telle que l'université, ça peut être bien de penser que les étudiants n'ont pas forcément accès facilement au site internet. Mais bon, c'est c'est un travail qu'il faut mener. Je pense que les gens ne sont pas du tout hermétiques, mais comme le disait Pia tout à l'heure, il y a un manque de connaissance des besoins en fait. Et du coup, Ouais. je profite un peu de ça pour dire bah moi je connais la situation, en tout cas je peux tester si vous avez besoin, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Super. Merci pour Bah merci à toi, ton surtout. témoignage. Ben déjà, merci à tous nos invités d'avoir participé et de répondu justement à ces questions spontanément. Là, maintenant, on va ouvrir le micro à ceux qui veulent s'exprimer, à ceux qui veulent dire quelque chose. Donc, si vous ne pouvez pas ouvrir votre micro, nous, on va le faire à votre place. Et si quelqu'un veut parler, c'est important que l'autre coupe son micro ou on lève la main. On va essayer de gérer ça sur le logiciel. Donc, je laisse la main à Agathe et on va ouvrir les micros pour tous, pour que tout le monde participe. Ouais, on va ouvrir les micros. Merci Yves pour cette aussi brillante présentation et merci à tous nos invités qui ont super bien répondu. C'était un plaisir de vous entendre. Alors, pour toutes les personnes qui sont là avec nous, qui n'ont pas encore participé, ma première question serait, est-ce que vous avez des avis ou des questions à partager avec nous en rapport avec ce qui vient d'être dit pendant toute cette première partie du débat? Voilà, c'est votre moment. Si vous avez des questions, on sera ravis de vous répondre.
Alors, n'hésitez pas, hein, vraiment, on est là, n'ayez pas peur, personne ne va vous spontanément. manger. Voilà, allez-y spontanément, il y a aucun souci. Il n'y a pas de questions bêtes, tout est bon d'être posé. Voilà, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, en fait, je m'appelle Ibrahim de Belgique. Comment? On a toute l'Europe là, c'est bien ça. Génial. Mais et en fait, moi, je connais déjà un petit peu Emmanuel. J'ai déjà participé à quelque chose avec lui il y a quelques temps. Et quand j'étais en Italie, en fait, j'ai déjà un tout petit peu interagi avec Céline via LinkedIn. Donc, du coup, aujourd'hui, j'étais un petit peu intéressé de voir qu'est-ce qui se dit par rapport à la France et par rapport à la Suisse un petit peu en termes de scolarité, pour un petit peu comparer justement avec mes propres études à moi que j'ai fait en supérieur pour mes études de marketing. Et en fait, du coup, voilà, pour un petit peu voir comment ça se passait aussi dans les autres pays. Donc, j'ai pas forcément une question, mais c'était juste que ça m'intéresse. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu participer à cet échange, je pense, avec vous. Et en fait, chez nous, donc, on est aussi suivi pendant nos études supérieures par des associations telles que la Ligue Braille, pour ceux qui connaissent peut-être. Et donc, en fait, on est du coup, on peut être suivi par cette association pour pouvoir nous faire transcrire des documents, soit en braille, soit pour les faire scanner. Et alors, moi, par exemple, en maths, j'avais besoin d'un professeur qui m'explique, puisque c'était des statistiques, donc c'était un petit peu beaucoup de graphiques avec la cloche de Gauss, pour ceux qui connaissent. Donc, enfin bref, il y avait des trucs un peu très visuels. Donc, j'avais besoin d'un prof particulier qui soit un petit peu, qui ait du temps. Donc, en fait, j'avais un prof retraité qui venait chez moi, qui n'avait rien à voir avec l'école, mais qui avait à voir un peu avec la Ligue Braille, et qui venait chez moi et qui m'aidait un petit peu à comprendre les choses en faisant des schémas avec une machine Braille que j'ai à la maison, pour un petit peu m'aider à comprendre ce qui se faisait. Donc, voilà, je voulais juste dire, en fait, par rapport à des personnes comme Manu, effectivement, qui a fait ses études dans les années fin 90, 95 du coup, je pense, et des personnes comme notre chère Anaëlle, si je ne me trompe pas, qui fait ses études actuellement. C'est vrai qu'il y a une grosse différence en termes de support technologique aussi, où maintenant, à l'époque, c'était le bordel pour scanner un document, alors que maintenant, il suffit d'un logiciel. Ouais, il suffit d'un Word des fois et c'est bon pour nous, quoi. Oui, il suffit d'un petit logiciel qui coûte pas trop cher sur un iPhone pour se faire scanner le document et se le faire envoyer par email ou n'importe quoi. Donc maintenant aussi, je voulais dire que c'est difficile de comparer un peu les générations, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup plus de facilités technologiques qui font que les choses deviennent beaucoup plus possibles, même si ça reste limité. C'est sûr que la personne, c'était Céline, je pense, qui disait qu'elle devait décrire des dessins ou faire des dessins. Ça reste de toute façon très difficile. Moi, en psycho, je devais essayer de faire je devais expliquer des schémas par rapport au cerveau. C'était un peu chaud et un petit peu difficile. Mais voilà, je voulais juste apporter un petit peu ma contribution, parce que c'était intéressant d'avoir la France et la Suisse. Donc, merci beaucoup. Mais c'est hyper intéressant ton point de vue et ton partage. C'est vrai que après, je suis d'accord avec toi et à la fois, je ne suis pas complètement d'accord, parce que moi, par exemple, j'ai fait donc une licence de musicologie. Et le braille musical, malheureusement, est adaptable. Il existe le braille musical et pourtant, il y a peu de personnes qui transcrivent des partitions à part l'AVH. Et encore, c'est très, très long. Donc, moi, j'ai trouvé des subterfuges via des fichiers XML, etc. et des amis qui me transcrivaient. Donc, je n'avais pas tout, mais ce n'est pas grave. Moi, j'avais une partie. Ceci étant, on m'a quand même demandé de lire des partitions en noir. Où est-ce que je plaçais le Do en clé de sol, où est-ce que je passais le Fa en clé de Fa, alors que pour moi, ça n'a rien à voir. Donc, c'est tellement, en fait, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que tout le monde a tellement des besoins particuliers, que ce soit avec ou sans la technologie, que je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir partir des besoins de chacun. Voilà, mais merci beaucoup pour ton partage qui nous fait voir la technologie d'un œil positif. je vais juste dire encore deux choses.
Par rapport aux partitions, j'avoue que j'en sais strictement rien, mais j'ai juste entendu parler d'une application qui permettait de transcrire des partitions. Oui, il y a Braille Music Editor, mais c'est encore très peu fiable. Ouais, mais comme tu le dis, c'est encore très peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, il y a des domaines où, même si la technologie est là, l'intelligence artificielle est là, on a quand même toujours besoin de De l'humain, ouais. On a quand même besoin des gens qui passent du temps pour de décrire. On a besoin de pas mal de gens. Donc, même s'il y a de la technologie qui existe, moi, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider à courir, quoi. J'ai besoin d'un guide pour courir. Puis quand la technologie ne marche plus, on a besoin aussi de quelqu'un. Ouais, non, mais c'est sûr. Je veux dire, ça n'a pas remplacé, mais ça a facilité grandement les choses. Ça, c'est en tout cas, en partie les choses. Voilà, je vais modérer mes propos. Et je voulais juste, en fait, réagir par rapport à ce sujet en général, en fait, pour dire qu'en Angleterre, ils ont inventé, je ne sais pas du tout si ça existe en France, en Belgique, je ne pense pas, en tout cas pas à ma connaissance, mais en Angleterre, ils ont inventé tout un système de tutorat pour les gens qui sont déjà passés par les études supérieures, pour que des gens comme Naël, par exemple, qui ont 14, 15, 18, puissent faire appel à ces personnes qui ont déjà une expérience du domaine pour justement les aider à les aiguiller. Un parrainage, en termes de trucs de non-voyants, quoi. Et ça, j'avais trouvé, c'était une amie à moi qui m'a parlé de ça, de ce truc auquel elle participe. Et elle trouvait ça vraiment super intéressant comme idée, quoi. Justement, je vais rajouter à ce que tu dis là, parce que nous avons justement ça fait partie des compléments sur la plateforme, on en parlera. Donc, je te laisse. Oui, on va en parler. Est-ce qu'il y a une deuxième? Merci beaucoup. J'ai oublié ton prénom, je suis désolée. Alors moi, les prénoms, il ne faut pas m'en vouloir. Mais merci beaucoup pour ton… Ibrahim, voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'une deuxième personne voudrait réagir sur un point précis, partager quelque chose avec nous? Oui, moi j'aimerais bien poser une question. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter déjà pour qu'on sache qui c'est? Et la ville aussi, c'est pas mal. Donc Sylvain Huin de Clermont-Ferrand. D'accord. Et je ne suis pas non-voyant ni malvoyant. Par contre, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse beaucoup. Et la question que je me pose, c'est, vous avez parlé beaucoup d'outils technologiques pour pouvoir arriver à étudier correctement. Et comment ça se passe au niveau de la mobilité dans ces espaces-là? Quelles sont les difficultés que vous pouvez avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez qui soit différent dans ces sujets-là? Parce que je pense que c'est une part aussi importante et je me pose beaucoup de questions par rapport à ce sujet. Ah, c'est vrai que c'est une question… Tu parles… ouais. Un invité répondre aussi. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais proposer, ouais. Donc c'est Emmanuel. En fait, jusqu'à maintenant, en fait, quand j'étais, c'est toujours pareil, hein, c'était le passé il y a longtemps. J'étais beaucoup en déplacement en groupe. De toute façon, beaucoup d'étudiants aussi se promènent en groupe, je dirais, déjà naturellement. Et après, pour aller sur l'université, j'ai dû apprendre les trajets. Donc c'est sûr qu'en termes de déplacement, idéalement, je pense qu'il faut pouvoir s'entraîner. Au moins, peut-être. Emmanuel, excuse-moi 2 minutes. Est-ce que la personne peut couper un micro, s'il vous plaît? C'est possible, comme ça, pour qu'on puisse écouter bien ce que Emmanuel dit, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que merci Yves. Ce que je disais, c'est donc pour les déplacements vraiment quotidiens, donc par exemple de la chambre universitaire aux salles de cours ou des choses comme ça, c'est sûr que au moins la première fois ou la deuxième fois, selon après les besoins des gens, hein, mais c'est bien d'être accompagné, donc après, voilà, je ne sais pas la bonne solution, mais je pense qu'effectivement l'aide humaine là-dessus est très important parce qu'un GPS dans une université, ça ne va pas vous aider à grand-chose. Même si, par exemple, moi, dans l'université où j'étais, il y avait des bus qui circulaient, mais
bon, ils n'étaient pas vocalisés, donc, donc voilà. Mais c'est vrai que les trajets, on n'y coupe pas. Il va falloir apprendre à un moment donné si on veut pouvoir être Être un minimum autonome. indépendant, quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, je sais pas si ça répond à la question en fait, mais voilà. Je vais me permettre, Yves, un tout petit partage parce que j'ai mon copain qui est architecte d'intérieur et qui a travaillé justement à l'accessibilité de l'université Toulouse-Le Mirail. Et pour que cette université soit aux normes, notamment pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Et je me permets de partager ça parce que c'est assez gros, quand même gros comme une maison. C'est qu'il a travaillé sur ce projet pendant des mois et des mois, et justement en me connaissant, il m'avait demandé quels étaient les besoins pour des personnes déficientes visuelles. Donc je m'étais vraiment renseignée autour de moi, autour des personnes déficientes visuelles qui étaient au Mirail. J'avais posé plein de questions à l'époque, et on était remonté à la présidence pour donner nos besoins, etc. Ce sur quoi il nous avait fait des bandes podotactiles creusées directement dans le béton sur les plans, hein, donc plus les ascenseurs en braille, etc. Et vraiment un parcours accessible avec pour nous des flèches podotactiles pour qu'on puisse savoir quand il fallait tourner à droite, à gauche. Bref, ils avaient fait quelque chose de bien. Et finalement, au dernier moment, la direction a décidé que ce n'était pas la peine de mettre tout ça, et ils ont mis des bandes podotactiles autocollantes quand les travaux n'étaient pas finis. Et finalement, tous les camions sont passés sur ces bandes podotactiles pendant les travaux, qui n'ont donc jamais existé. Voilà. Donc, les problèmes sont multiples, malheureusement, pour l'accessibilité. Et c'est bien dommage que cette université, qui était bien partie pour l'accessibilité, ait finalement fait machine arrière. Voilà. Je pensais que ce partage pouvait être intéressant pour ta question. Mais si encore quelques secondes, en fait, pour rebondir sur ton témoignage, j'avais répondu présent à une enquête dans mon université où ils me demandaient si je pouvais suivre un parcours pour voir les difficultés. Et donc, ils ont été très attentifs, très concentrés, etc. Et à la fin, en fait, ce qui s'est avéré, c'est que comme l'université, le domaine de l'université est classé patrimoine national, ou je sais plus quelle autre problématique. Et ben on m'a dit bon bah on mettra juste des bandes podotactiles pour les traverser, parce qu'il y a des rues donc à traverser dans cette université. Sauf qu'en fait, on pourra pas les mettre dans l'axe à cause de la disposition des pelouses, des blablabla. Donc voilà. Donc en gros, c'est Super. resté un peu tel quel. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Il ne faudrait pas abîmer nos chères pelouses. Merci beaucoup pour ta question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut Il y a réagir il y a Maxime qui a levé la main. Yes, Maxime, on t'écoute. C'est plutôt sa maman, parce que du coup, Maxime, il est un peu timide, il ne veut pas trop en discuter. Pas de souci. Bonsoir, moi, mon fils, il est en 4e, il a 13 ans, il est dans un collège, on est en Haute-Saône. Et je voulais juste intervenir par rapport justement à tout ce qui est accessibilité. Donc nous, par exemple, son école primaire, elle a été reconstruite juste l'année où c'est qu'il est rentré. Ils ont fait appel, puisqu'il faut qu'il réponde à des normes maintenant, toute nouvelle construction. Ils ont fait appel à une entreprise spécialisée pour justement accessibilité, tout handicap. Et il y avait notamment des escaliers dans cette école, et ils avaient soi-disant fait en fonction du handicap visuel. Et finalement, l'instructeur en locomotion, parce que Maxime est suivi par une école spécialisée à Besançon, et l'instructeur en locomotion qui suivait notre fils à cette époque-là nous avait dit que c'était pas du tout adapté au handicap visuel. Il y avait pas, c'était visuel dans le sens où il y a mis des couleurs, mais c'était pas visuel. Il y avait rien de podotactile. En fait, il y avait Maxime, il avait aucune accessibilité à cet escalier s'il n'y avait pas des dumètres, quoi. Et en ce qui concerne son collège, donc ça fait 3 ans qu'il est dans son collège, et ça fait 3 ans que son instructeur en locomotion se bat entre guillemets pour que Maxime puisse être autonome quand il va prendre le bus, parce qu'il doit sortir de son collège et aller prendre son bus. Et là, cette année, on a décidé d'abandonner
comment expliquer, pas le combat, mais abandonné les demandes parce que personne ne voulait faire ce qui était nécessaire pour que Maxime soit autonome, qu'il ait besoin de personne. Donc, du coup, son AESH qui s'occupe de lui est obligé de l'emmener à chaque fin de cours, fin d'après-midi, aller le chercher tous les matins parce que rien n'a pu être fait. Personne ne voulait prendre, parce qu'il fallait voir avec l'entreprise de bus pour que le bus que mon fils prend soit toujours au même endroit, c'était pas possible pour eux. Il fallait faire un marquage au sol, c'était pas possible pour eux. Et la mairie a mis en place, parce qu'en plus il y a un petit ruisseau qui passe à côté, déjà tout le monde trouve que c'est dangereux pour un enfant lambda. Et pour la sécurité de Maxime, ils ont demandé à ce qu'il y ait une barrière qui soit mise, sauf qu'ils ne l'ont pas mise en hauteur, ils l'ont mise à ras du sol. Donc en fait, c'est encore plus dangereux parce que n'importe quel enfant peut se prendre les pieds dedans. En fait. Donc il y a des choses qui essayent d'être faites, mais ce n'est pas forcément en adéquation avec le handicap. Et puis, je ne pense pas que les normes y soient au courant de tout. Je trouve qu'il y a des problèmes ils veulent résoudre certains problèmes, mais finalement, ils en apportent plus qu'ils en résolvent. Quoi. Ouais, il y a du chemin à faire. Encore, oui, il y a du chemin. Depuis la loi 2005, il y a beaucoup de chemin. Ouais. Ouais. Puis il y a les financements aussi. Les financements, ouais, tout à fait. Ouais. Mais je pense que l'accessibilité, c'est hyper intéressant d'avoir soulevé cette question. C'est quelque chose dont on discutera, je pense, pour voir comment on peut l'inclure aussi dans la plateforme dont on va vous parler après. Je ne sais pas, Yves, si tu as... Oui, bien sûr. Ouais. On est d'accord, c'est bon, je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, je crois que c'est la partie des parents. Oui, c'est ça. Je vais poser une question, donc ça tombe bien. Je sais qu'il y a des parents d'enfants en situation de handicap maintenant. Merci, madame, maman de Maxime. Du coup, les parents d'enfants déficients visuels, à quoi vous pensez lorsque vous envisagez l'avenir professionnel de vos enfants ? Est-ce que vous avez des craintes vis-à-vis de leurs études supérieures, des peurs, quelque chose à nous partager sur lequel on pourrait peut-être débattre avec vous? Vu que j'ai encore la parole, je vais la reprendre un petit coup. Allez-y, pas de souci. Donc, moi, Maxime, 4e. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui voit vraiment à long terme. Là, je suis plus sur la vision déjà lycée. Je me dis, on va pas prendre chaque chose en son temps. Donc déjà lycée, et puis j'ai pris la décision de déménager dans une grande ville, parce qu'on est en campagne et tout se fait en bus chez nous, et encore un bus le matin, un bus le soir. Donc j'ai décidé de déménager dans une grosse ville pour qu'il soit plus autonome, parce que moi, c'est justement autonomie pour que... Qu'est-ce qu'il y a, Maxime ? La ville, il veut que je dise on va habiter à Besançon, voilà. Et du coup, moi dans ma tête, je sais pas, c'est la vision que j'en ai justement. Je me dis pour quelqu'un qui a des problèmes de vue, moi je me vois pas rester en campagne avec mon fils alors que il pourra pas avoir le permis puisqu'il est très malvoyant, quasiment aveugle. Pas le permis envisageable. Je me dis s'il est dépendant d'un bus qui passe une fois le matin, une fois le soir. C'est quand même pas ce qui aurait le mieux pour moi, pour son avenir. Après, j'imagine qu'on peut travailler à domicile, surtout dans le contexte actuel, ça nous l'a prouvé plus. Mais je me dis, pour tout ce qui est études universitaires, autant qu'il goûte à la ville, qu'il voit si ça peut lui convenir au niveau accessibilité, autonomie et tout ce qui va. Donc, vous, ce serait vraiment le point de vue social et autonomie. Ouais. C'est ça. Ok. Ça. Et vie universitaire, c'est vrai que qui n'a pas fait de soirée universitaire, hein, on se le demande. Il y a Caroline qui a levé la main. Oui, moi, je partage la même pensée que cette maman. Hein. Moi, je fais le choix. Domitille, depuis qu'elle est petite, souvent, elle me disait pourquoi on ne part pas vivre dans une maison à la campagne, parce que nous, on est à Limoges et qu'on a la campagne pas très loin, à 10 minutes en voiture et on peut être presque en ville et à la campagne, mais à la fois, c'est ce que je lui dis, on reste en ville, en centre-ville. Maintenant, elle va être adolescente et c'est son autonomie aussi. C'est pouvoir acquérir plus vite une autonomie pour aller dans les études aussi parce qu'elle souhaite en faire. Peut-être qu'elle partira d'ici et qu'elle ira à Paris ou ailleurs, mais c'est vrai que de grandir aussi en ville, elle maîtrise. Ah ben bravo. Pressée de me quitter.
faire un Tanguy, je veux pouvoir vivre ma vie un jour. Mais non, je pense que c'est important. Après, je pense qu'on a plus sur le rapport aux études supérieures et au monde du travail. Je crois que oui, bah forcément, on a des inquiétudes, mais à la fois, on a envie moi, j'ai envie d'y croire. Je sais que Dominique a certaines ambitions, peut-être qu'elles lui passeront aussi et qu'elle en aura un peu moins en grandissant. Mais je lui souhaite de réussir ce qu'elle a envie et je mettrai tout en place pour, mais je sais et j'ai conscience que le parcours, il n'est pas forcément simple, parce que moi-même qui siège dans les commissions au CNCPH sur la scolarisation des enfants aveugles et handicapés, j'en connais aussi tous les obstacles, mais je vois qu'actuellement on est en train d'avancer, il y a beaucoup de lois qui changent, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans les universités, et je crois que c'est en nous engageant, c'est en faisant bouger les choses, et en n'acceptant pas ce qui est aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Mais oui, nos enfants aujourd'hui sont en inclusion scolaire, ils vont avoir le baccalauréat et après, finalement. Si l'université, si les études supérieures ne les acceptent pas, s'il n'y a personne pour les suivre, c'est un gros problème. Les structures spécialisées s'arrêtent quasiment de les suivre après le bac. Mais après, il y a une vie, ça sert à quoi d'avoir le bac si on n'en fait rien? C'est exactement ça. Ouais. Toucher une pension d'invalidité à rester chez soi. Enfin, moi, c'est pas ce que je souhaite pour ma fille. Parce que je souhaite qu'elle ait une vie, une autonomie, un métier qu'elle aime, même si elle ne fait pas des brillantes études, peu importe. Mais elle est très scolaire, hein, donc. mais voilà, donc ça, oui, bien sûr, c'est des inquiétudes et c'est important qu'on construise tous ensemble cet avenir justement pour nos enfants. Ouais, c'est important. Je vais rebondir justement à ce que Caroline dit. Alors là, il y a aussi Urvain qui lève la main, on va lui passer la parole, enfin, il ou elle tout à l'heure. Merci Naël, pardon, excuse-moi, Yves, je viens de voir qu'il y a Naël qui allait quitter la réunion, Naël Sayed, donc je suppose que c'est Naël. D'accord, merci. Donc je disais donc, ce qui est intéressant, ce que c'est important, ce que tu as dit Caroline, c'est que c'est nous qui devons construire ça. Bon, c'est vrai qu'avec les parents forcément, mais aussi nous-mêmes, les non-voyants et les malvoyants, qui devons apporter notre pierre à l'édifice. Je pense qu'une ville ne peut pas être 100% accessible. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas rêver. Là, c'est clair. Mais maintenant, il faut attirer, enfin, même une ville ou une université, hein, il faut attirer l'attention des universitaires, des personnes qui fréquentent l'université, justement, pour dire, bon, il peut faire... En étant sensibilisé, on a une autre approche. On peut aussi être aidant sans forcément connaître la personne. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre ces focus-là sur l'humain, on dit. L'humain aussi important derrière. Il y a Urvain qui veut parler. Agathe, je laisse la parole. Oui, bonsoir, c'est Magali, la maman d'Urvain. Bonsoir à tous. Merci. Urvain est à côté de moi, mais pareil, il est timide, donc je pense que il veut pas trop parler, donc je vais parler pour lui et pour moi aussi surtout. Donc je suis la maman d'Urvain. Urvain a 16 ans, il est en première, il est malvoyant depuis la naissance. Hein. Et puis c'est vrai que la scolarité. La ville. Alors la ville, excusez-nous, on habite tout près de Brest, dans le Finistère. D'accord, super. Voilà, en Bretagne. Et voilà, donc on habite tout près de Brest en fait, hein, donc en termes de transport, ça permet à Urvain d'être très autonome en fait, hein, il se débrouille tout seul, il va au lycée tout seul en bus. Nous, notre inquiétude aujourd'hui, voilà, Urvain est en première, il a le bac l'année prochaine, et après le bac en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Donc aujourd'hui, il est suivi avec un institut, donc l'IPIDV, qui lui fait des agrandis quand il en a besoin. Il travaille beaucoup avec son ordinateur. Et puis donc il voulait être médecin en fait, hein, urgentiste, c'était son rêve. En étant très malvoyant, voilà, il y a des limites, hein, on ne peut pas exercer tous les métiers, et puis il faut être raisonnable. Donc alors nous on a peur que par dépit, lui il nous dit que non, mais on a peur que par dépit, là aujourd'hui ce qu'il veut faire c'est kiné. Et d'un côté ça nous arrange bien parce que il y a des écoles
pour déficients. Adapté. Adapté. Il y en a une à Limoges. Oui, oui. Alors, il y en a en région parisienne aussi, à Paris. Donc... si c'est ce qu'il veut faire, ben oui, tant mieux. Voilà, après, on espère que voilà, que ce ne soit pas vraiment par dépit qu'il le fasse, parce que depuis le CP, c'est le parcours du combattant avec les enseignants, quoi. Ouais. Mais réellement, hein, on a failli déposer une plainte une année. Waouh. Parce que l'enseignant ne voulait pas de lui dans la classe, quoi. Alors que, je tiens à préciser qu'Orvan a toujours eu un bon, voire un très bon niveau scolaire. Mais ça demandait une demi-heure de plus de travail à l'instit de préparer des agrandis. Parce que, alors nous, en fait, Urvan ne voulait pas d'AVS. Il est très indépendant, hein, notre garçon, là. Il est timide, mais très indépendant. Et il refusait l'AVS. Donc, après, on lui a mis le PC dès le CE2 pour qu'il ait des cours en agrandi. Mais il fallait que ça... Alors, l'instit ne voulait pas travailler sur PC. Elle était réticente à tout. Tout ce qu'elle voulait, c'est qu'il quitte son établissement. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, on a appelé l'inspection académique. Ouais. Et puis, on lui en a pas parlé. Aujourd'hui, il est grand, mais on lui en a pas parlé. Et on lui a proposé de changer d'établissement scolaire. Il ne voulait pas parce que ses copains étaient là. Donc, on ne lui a pas dit pourquoi. On lui a juste dit, tiens, il y a un autre établissement dans la commune. Est-ce que ça t'intéresse ? Non. Bon, si il veut rester dans l'établissement, vous allez devoir le prendre, sinon on dépose plainte. Et le choix, l'instit l'a pris, mais toute l'année, ça a été... Alors, Urvan nous disait, elle m'aime pas, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'aime pas. Bon, après, aujourd'hui, il a quand même... Enfin, je ne sais pas s'il y a des parents de jeunes enfants, mais c'est vrai qu'ils ont une ressource, c'est impressionnant. Nous, on est impressionnés par tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il sait faire. Enfin, voilà. Et Urban, si je peux me permettre, si tu veux faire kiné par dépit, va écouter les podcasts de Yves. Tu trouveras plein de personnes qui font des métiers complètement hors normes pour des déficients visuels et tu verras que tout est possible avec ce podcast. Il n'y a pas de... N'est-ce pas, Yves? Tout à fait. Tout à fait. On va encore prendre 2 questions. Il y a Zouzen qui veut prendre la parole et il y a une Katia qui était là mais qui est partie. Je ne sais pas, peut-être un problème de connexion. Donc voilà. Zouzen, je pense que c'est ça que je lis là. Est-ce que il peut ouvrir son micro? On va plutôt prendre alors c'est Kadi. Voilà. Allô, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est Kadi. Allô, bonjour à Madame A4, Libre, c'est ça? Oui. Tout à l'heure. Attendez, Zouzen, on a comment passer la parole à Candy. On revient vers vous tout de suite, juste après. Okay. À tout de suite. Ouais. D'accord. Bonsoir Yves. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Kadi Niava. Je suis la maman d'une petite non-voyante, Erwan, qui a 22 mois. Oui, on vous écoute. D'accord. Donc, je disais que je suis la maman. Ouais. Je suis en Afrique. Je suis précisément en Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Wow, on est dans le monde là, c'est génial. Magnifique. Oui, la magie qu'on est en train de créer là, c'est extraordinaire. On vous laisse parler. Oui, c'est ça. Donc, je suis très souvent en contact avec Agathe. Oui. D'accord. Bonsoir Agathe. Bonsoir Kadi, ça me fait plaisir de te voir ici. C'est par son biais, je t'en prie, par son biais. Donc, je suis dans le groupe et donc, du coup, j'arrive à assister un peu à quelques réunions. Donc, nous, on a une très grosse difficulté. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à participer à la réunion. Donc, l'Afrique, c'est beaucoup moins développé tout ce qui est déficient visuel. Donc,
ils ont une école spécifique pour les enfants, donc ils ne sont pas avec les autres enfants jusqu'à la classe de terminale. Donc, la grosse difficulté, la grosse crainte aujourd'hui pour nous, c'est l'insertion sociale de la petite. C'est sûr qu'elle se verra fermer l'accès à certaines professions. Donc, la bataille aujourd'hui, c'est vrai que les pays africains ont tendance un peu à copier sur l'Occident. Donc, nous, c'est de voir comment est-ce que vous arrivez à mener la bataille pour qu'on puisse avoir un minimum également ici, pouvoir aller vers les autorités pour que les choses puissent changer également. Parce que nous, c'est vrai qu'on est très en retard. Donc, moi, vraiment, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour le futur de ma fille, pour l'avenir de ma fille. Parce que chez vous, il y a les suivis d'AVS et tout ça, on n'en a pas ici. Donc, on vous le dit clairement, vous vous débrouillez avec votre fille jusqu'à ce qu'elle ait 4 ans, avoir l'âge pour aller à l'école, pour commencer. Et pouvoir aller à l'école, c'est très sélectif. Donc, vous avez plusieurs enfants parmi lesquels on fait une sélection. Donc, quand votre enfant n'est pas sélectionné, il est obligé d'attendre à commencer la maternelle à partir de 6 ou 8 ans. Donc, l'école peut commencer de façon très tardive pour l'enfant. Donc, c'est vraiment des batailles à mener sur de gros chantiers chez nous en Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, moi, je vais rebondir à ce que ta crainte. Déjà, je ne suis pas suédois, hein. Je pense que certains l'ont remarqué, je suis camerounais. Je suis originaire du Cameroun. D'accord. Donc, c'est vrai que je vis en France. Je pense que ce sont les mêmes galères. Donc, oui, alors, je vais peut-être te rassurer quelque part parce que je suis en relation, d'ailleurs, il y a des projets qui sont en train de se baigner là-bas, avec quelqu'un qui a créé une start-up extraordinaire qui s'appelle Société Inclusive. Il a créé au Bénin. Il y en a une en Côte d'Ivoire. Je vais d'ailleurs te mettre en contact avec lui. Il s'appelle Loukman Lagnan. Il vit à Paris. Et c'est une personne qui est en situation de handicap il a réussi à créer une start-up justement pour l'inclusion des personnes handicapées en Afrique. Il travaille beaucoup actuellement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il a développé ça du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et il y a un 4e pays, je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, on est en projet en discussion pour créer justement cette filiale Société Inclusive au Cameroun. Je t'invite à découvrir ça. Oui, parce que lui, il est dans l'handicap en sa globalité, donc que ce soit moteur, il est dans le coaching, comment un mal et non-voyant peut devenir entrepreneur. Il fait des formations continues. Et vraiment, c'est à découvrir. Et je suis très engagé aussi déjà parce que c'est mon pays d'origine. Enfin, l'Afrique, c'est un pays, hein, on aime souvent dire les pays, on est tous pareils, j'aime souvent dire ça. Il y a des propositions et des solutions que nous sommes en train de réfléchir ensemble. Et surtout, la partie handicap visuel, c'est là où on est en train je réfléchis avec lui. Donc, je peux te rassurer quand même. Essaye déjà de le contacter et je vais te mettre en relation. Tu peux taper sur Internet Société Inclusive sur Facebook. Là, déjà, ça te donnera une approche de ce qu'il est en train de faire au Bénin parce qu'il fait un travail extraordinaire. Quand je l'ai rencontré il y a 1 an, j'étais bluffé parce que j'avais aussi cette envie, mais je ne savais pas, je ne pouvais pas rentrer dans un système où je suis perdu. Je voulais m'appuyer sur quelque chose qui est déjà existant et me servir d'un process pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc, regarde déjà, Loukman, il est déjà en train de passer, de changer les choses de son côté. Mais je pense qu'il y a un espoir aussi quelque part. Donc, ça, il ne faut pas désespérer. Je tiens à te rassurer quand même sur ce côté-là. Il y a des gens qui font des choses. Voilà. D'accord. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Sinon, pour moi, je vais essayer de me mettre en contact avec lui. Du coup, on est obligé de mener la bataille à ses côtés. Donc, si je peux également apporter ma pierre, parce que vraiment, c'est très difficile. Ouais, donc, il n'y a qu'une seule école que moi, je connais pour l'instant en Côte d'Ivoire. Hein. C'est l'Institut des non-voyants. Donc, c'est la seule école qui reçoit tout le monde. Et malheureusement, l'État n'accompagne pas beaucoup cette école-là. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'investissement. C'est vraiment difficile. Donc, nous, on va voir dans quelle mesure on peut essayer aussi avec lui de pouvoir gagner certaines batailles, quoi. En tout cas, merci déjà pour cette aide-là. Je vais essayer de me mettre en contact avec lui. Merci beaucoup, Yves. Tu m'enverras les coordonnées comme ça. Je t'enverrai les liens à Kadi. Je ferai tout passer. On peut taper Société Inclusive sur Google, vous trouverez tout de suite. Est-ce que je peux répondre à Kadi? Vous m'entendez? Oui. Moi, je vais pas changer le système de votre pays, malheureusement.
Si, à toi toute seule. J'essaie Révolution. J'essaie à mon niveau de faire bouger les choses aussi en France. Et bon, c'est pas déjà toujours facile, mais en tous les cas, on peut être. N'hésitez pas. Peut-être aussi, Yves, après, tu peux nous mettre en relation. Ah, bien sûr, ça sert à ça aussi. Donner des ressources à télécharger déjà pour vous aider dans la prise en charge des choses qu'on ne va pas vous donner chez vous. Si vous voulez des conseils dans l'éducation, l'évolution, le développement de votre enfant, on peut être force de proposition. On a développé des guides qui sont téléchargeables gratuitement. Et puis, je peux vous expliquer un peu comment sont structurées les choses chez nous pour un modèle ou pas, ou je ne sais pas. Mais moi, j'aide une famille au Liban d'une petite, depuis qu'elle est toute petite, qui était née sourde et aveugle et qui maintenant entend. Et en lui envoyant des ressources, etc., je sais que ça a beaucoup aidé les parents. Donc, n'hésitez pas si on peut vous aider. Je vous mettrai en contact aussi, puisque je vous ai toutes les deux dans mes contacts. C'est super. C'est merveilleux. D'accord. C'est magique. Je fais bien de participer à la réunion parce que j'ai hésité. Je me disais, ma fille n'a que 22 mois, le bac, c'est pas maintenant. Après, je me dis, bon, ça passe très vite. Hein. Ah, ça va très vite. Et du coup, je suis gagnante. J'ai déjà 2 bonnes nouvelles pour moi ce soir. Et donc, voilà. Merci, Agathe, pour le relais, en tout cas. De rien, Kadi, avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question de Zouzen. Après, on va passer à l'autre sujet maintenant, aux solutions. Ouais. Oui. Bonjour, Madame Devlin. En fait, tout à l'heure, j'ai entendu vous avez étudié en musicologie, c'est ça? Oui. Oui. Ouais. En fait, déjà, la ville, présentez-vous, s'il vous plaît, et la ville quand même pour nous. Est-ce que vous êtes non-voyant ou malvoyant? Bonjour, je m'appelle Zen. Je suis à Strasbourg. Ah, d'accord. Je suis malvoyant. Ok. Et voilà, je suis en terminale. L'année prochaine, sur Parcoursup, j'ai déjà inscrit l'université de Strasbourg pour la filière musicologie. Ah ouais. Et je voudrais demander à Madame Agathe, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Je pense que ça dépend, c'est comme tout, ça dépend des universités, ça dépend des besoins que tu as et ça dépend de est-ce que l'université a déjà accueilli ou pas des personnes comme toi, déficientes visuelles en musicologie. Moi, si tu as des questions vraiment spécifiques sur la musicologie, tu peux me contacter, comme je t'ai écrit un message privé sur le chat tout à l'heure directement. Je t'ai mis le nom de mon compte Facebook. Après, je pense que si tu veux y arriver, tu peux y arriver. Moi, j'ai été confrontée à des choses difficiles, mais c'est mon histoire. Et voilà, j'étais pas du tout dans la même fac que toi, ni rien. Donc, je peux pas répondre à ta question. Mais après, je peux parler avec toi de certaines matières plus spécifiquement si tu as besoin. Et voilà, n'hésite pas à me contacter. Ce sera avec plaisir et à suivre la plateforme qui, je pense, te donnera aussi beaucoup d'idées et peut-être de solutions si jamais tu rencontres une problématique particulière. Je veux vraiment saluer le témoignage d'Agathe qui est important pour tout le monde qui est là, que ce soit les parents ou les jeunes. C'est qu'il faut bien savoir que chacun a son histoire. C'est important de le souligner parce que souvent, on se dit que parce que l'autre a échoué dans une voie, on ne veut pas la faire parce que justement, on sait qu'une ou deux personnes ont échoué. Chacun a son histoire. Il ne faut pas que vous hésitiez, que vos enfants, vous découragez vos enfants ou que les jeunes se découragent parce que justement, c'est parce que chacun a son histoire que les choses peuvent aller différemment. Donc, c'est très bien. Vraiment, bravo pour ton témoignage, Agathe. Et de rien. Parce que je connais le discours que tu as eu quand tu as tiré à boulet rouge. Après, tu dis ça, franchement, j'apprécie vraiment ce que tu as dit. De personnes qu'on rencontre sur son chemin. Parfois, on va rencontrer qui mettent des barrières et puis d'autres qui vont permettre d'ouvrir grandes les portes. Donc, d'une ville à l'autre, ça peut être totalement différent. Hein. C'est ça. Et même d'une personne à l'autre, moi, je connais je connais une personne déficiente visuelle qui s'en sort très bien à la fac où moi, j'étais en musicologie. Parce que c'est son histoire, parce que les profs ont changé peut-être, parce que peut-être pas du tout, parce que voilà, il peut y avoir plein de paramètres en fait.
moi, c'est mon histoire avec ce que j'ai vécu et avec ma sensibilité à moi aussi. Et peut-être que ton histoire sera tout autre et que tu vas cartonner, que tu auras 19,9 de moyenne générale. Et je te le souhaite. Et moi, si je n'étais pas passée par là, je ne serais pas accompagnante parentale aujourd'hui, je n'en serais pas là. Et finalement, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir vécu cette mauvaise expérience parce que sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, chacun son histoire et elle est là pour avancer. Excusez-moi de vous couper, Yves. Oui. Il y a quelqu'un qui aimerait entrer dans la réunion pour intervenir. D'accord. Là, je le vois. Ah oui, c'est vrai. Il est retardataire, hein. C'est Sylvain qui revient, d'accord. Ok, ah ouais. Ah, désolé. Attends, il y a qui d'autre? Ouais. Voilà. Alors, peut-être on va prendre cette dernière personne qui va intervenir. Après, on passe aux solutions parce qu'il nous reste un dernier gros quart d'heure, on va dire. Hein. Voilà. Okay. Est-ce que la personne est là? Est-ce que il y a quelqu'un qui est entré pour… Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore? On prend une dernière personne. Oui, bonjour. Lucas, à l'appareil sur le Zoom. Bonjour. Alors, j'avais juste un mot à dire pour faire très, très court. La ville d'abord. La ville, pardon, Paris. Super. Paris, enfin la région parisienne. Handicapé visuel ou pas? Ouais, excuse-moi, je vais trop vite. Non-voyant, quasi complet. Ok. Et un seul mot à dire, on a vraiment affaire à des super parents. Et, mais c'est très bien. Voilà, je voulais vraiment le dire. Je trouve ce débat hyper intéressant et vraiment notamment la vision des parents qui est wow, bravo. On applaudit les parents. C'est top. Ouais. Moi, je ne vais plus avoir personne à accompagner. Hein. Écoute, Agathe, ce qui serait cool, c'est effectivement que tu n'aies plus personne à accompagner pour le coup, ou alors que pour du positif. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'était une blague, ça, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est top. Voilà, je vous laisse continuer. Merci beaucoup, Lucas. Merci pour eux, merci pour les parents. Merci pour les parents. Merci beaucoup. C'est Pia qui a la main maintenant. Oui, merci Yves, merci à tous. Alors, on passe à la question de la plateforme. Donc, on aimerait en fait avoir votre avis sur ce que vous pensez d'une plateforme collaborative qu'on créerait ensemble. Savoir, donc ce serait plutôt un guide en fait pour les personnes déficientes visuelles après le bac. Et quelles seraient vos suggestions pour la création de cette plateforme? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait dessus? Dans un premier temps, voilà, avoir votre avis général. Donc, si vous avez envie d'intervenir à ce sujet, c'est le moment. On prendrait, on va dire, grosso modo, 1 minute chacun, si c'est possible. Et on prendrait vraiment, comme ça, on est rapide. C'est l'objectif, c'est quoi de cette plateforme? Je comprends pas parce que c'est… Alors, peut-être c'est vrai que Yves, peut-être tu pourrais présenter. Alors l'idée que nous avions eue, en fait, c'était de proposer une plateforme qui serait un carrefour d'informations sur ce qui existe déjà. On n'est pas en train de créer quelque chose qui va révolutionner. Notre idée, c'est de proposer une plateforme qui serait une plateforme collaborative, un peu comme les open source, où chacun viendra donner son information par rapport à un établissement, par rapport à une formation, et aussi avoir une partie où il y aurait des profils d'entrepreneurs ou des personnes qui ont réussi dans des sphères d'activité où des jeunes mâles et non-voyants pourraient se référer, qui peut être justement un petit parrainage, hein. Ça c'est à voir, mais vraiment une plateforme qui serait là pour dire, bon voilà, on n'est pas là pour accompagner, mais on est là pour guider. Il existe ça dans telle ville, ça dans telle région, ça dans telle université, il y a Mission Handicap, il y a le guidage, il y a vraiment toute cette plateforme pour nous, ça serait cet écosystème vous permettra en fait de proposer un système de guidage, c'est-à-dire on n'est pas là pour accompagner, il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire on guide les gens vers un accompagnement pratique et qui lui permettrait justement d'aller vers ce qu'il veut faire. Et aussi, cette plateforme permettrait de montrer des choses qui sont en adéquation avec le marché de l'emploi, déjà parce qu'on peut faire une formation, on va aller vers une voie parce qu'on est passionné, mais après on est coincé, et aussi en adéquation avec son handicap visuel. Est-ce que mon handicap me permet de faire ce que je vais faire avec les adaptations?
avec l'évolution. Je sais que d'ici 5 ans, il y aura encore énormément d'évolution en termes de technologie. Mais donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. On est vraiment en pleine construction. On invite aussi à ceux qui veulent participer à cette réflexion avec nous. On a un autre groupe qui a été créé, Dévélancez-vous Think Tank. Ça permettrait justement d'avoir toutes les idées. Donc, voilà déjà une petite ébauche. Donc, si vous avez des choses à rajouter, la parole est à vous. Si je peux me permettre, je ne trouve pas le petit bouton pour lever le doigt. Donc, ah oui, pardon. Allez-y. Donc, Delphine, je suis la maman de Mathieu qui a 19 ans, qui est malvoyant et donc qui a passé son bac l'année dernière et qui est en première année d'études supérieures. Enfin, il a démarré une formation au CRP Guino en tant que développeur web. D'accord. Alors, l'idée de la plateforme, ouais, c'est super parce que c'est vrai qu'il y a 1 an, enfin, voire 2 ans, quand on a commencé un peu à chercher qu'est-ce qu'il pourrait faire, enfin, on était un petit peu perdus et on a vraiment fait toutes les recherches par nous-mêmes, bon, grâce à Internet, mais c'est vrai que s'il y avait eu une plateforme pour trouver des infos, je pense qu'on aurait gagné beaucoup de temps et peut-être qu'on aurait découvert des choses qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Donc, non, c'est une super idée. Je pense que, alors, il faut bien préciser, j'aime toujours dire ça, c'est que les accompagnements existent, mais on ne sait toujours pas qui fait quoi. On ne sait pas comment trouver l'information. Nous, à l'ANPEA, Pour nous, on aurait pu vous aiguiller, par exemple. comment, tu vois, justement, c'est ça que je dis, c'est que nous, on n'est pas là pour créer quelque chose qui n'existe pas. On est là vraiment pour être un système un carrefour d'informations avec plusieurs panneaux. On dit, ah tiens, là-bas, tu vas là-bas, c'est accident. Là-bas, accident. Attends, là-bas. Yves, 2 secondes. Il y a des gens qui quittent. Je partage juste très vite fait le lien du groupe si jamais vous voulez nous rejoindre, notamment la maman de Maxime qui passe par là. Voilà, je vous l'ai envoyé dans le chat si vous voulez cliquer dessus avant de partir. Je suis désolée, je t'ai coupé, mais comme je vois les gens qui partent, ce serait trop bête. Normalement, je ne sais pas si c'est affiché. Vous avez le lien du groupe pour nous rejoindre, pour justement pouvoir être informés et continuer à partager avec nous. Je suis désolée, hein, j'interviens. C'est très bien, Agathe, bien de rebondir, bien. Donc, on a coupé la parole à quelqu'un ou... À toi. Ah oui. Ah ben moi j'avais tout dit. En fait, c'était un peu pour dire ça. C'est que nous on n'est pas là on n'est pas là pour révolutionner. On n'est pas là pour révolutionner. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là juste pour dire on existe et vraiment trouver un système de communication à grande échelle sur cette plateforme en se disant que si on veut une information sur le guidage d'un non-voyant ou pour un malvoyant pour ses études après le bac, pendant les études académiques, c'est ici. Ouais. C'est ça notre idée. Et donc, pour ça, c'est qu'on n'a pas la science infuse, c'est qu'on veut créer ça, co-créer ça avec les institutions, les parents, les jeunes, les personnes de bonne volonté qui sont là pour aider à cette construction-là. Et je rappelle, d'ailleurs, Agathe l'a bien signalé, vous verrez dans la plateforme, on n'est pas là pour pleurnicher. On a déjà assez pleuré. On est là pour une réflexion, pour trouver une solution. Voilà, je laisse la parole. Juste, je suis un tout petit peu désolée. Dans le questionnaire d'adhésion, je n'ai pas eu le temps de préciser si vous étiez une institution ou pas. J'ai pas eu le temps de le mettre. Je m'en occupe ce soir normalement avant de vous accepter dans le groupe. Mais si jamais c'est pas fait et que vous êtes une institution, mettez que vous êtes en situation de handicap et mettez-nous votre mail et je le verrai. Voilà, je suis vraiment désolée. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Ça, c'est pas grave. Voilà. Non, mais je le dis parce que du coup, on est en pleine construction. On dit on construit ensemble. Voilà. Moi, j'ai quelques idées. Hein, si vous voulez. Ah, chouette. Lâche-nous tes idées. En plus, j'ai déjà participé à plusieurs groupes de travail pour créer des plateformes pour d'autres choses dans le handicap où j'ai été appelée. Et là, en ce moment, je co-construis aussi quelque chose avec une autre structure. Pour ça, j'ai des idées. Et moi, je pense que déjà, il faut référencer justement sur une sorte de cartographie les associations vers lesquelles on peut aller, qui ont les informations à donner puisqu'elles existent. Réellement. Justement, nous, en tous les cas, à la NPEA, on a la référence de toutes ces structures-là, enfin, en tous les cas, une bonne partie. Et je pense aussi qu'il y a tout un travail à faire sur les universités ou les écoles qui ont déjà accueilli, où il y a eu des parcours qui sont bien passés, celles qui sont les plus accessibles aussi peut-être, parce que ça évolue beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce domaine.
Et je pense que ce serait bien, oui, ce serait intéressant de les référencer pour avoir une vision. Parfois, on se pose la question, mais dans quelle ville il vaudrait mieux que j'aille? Et finalement, ce n'est pas parce que c'est forcément une très grande ville que c'est toujours le mieux. Il y a des villes aussi intermédiaires et universitaires où il y a des écoles qui sont très bien et très adaptées. Mais bon, ça, c'est un gros travail de fond à faire avec des associations aussi disséminées un peu partout sur le Bien sûr, territoire. bien sûr, Mm. bien sûr. Mais des Il y a, témoignages de parcours, en fait. Hein. ouais. Il y a une Lucas Grant qui voulait parler, qui a levé la main. Ouais, alors effectivement, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ouais, pardon, ok, excusez-moi. Alors, je trouve vraiment cette idée de plateforme vraiment super cool. C'est vraiment une excellente idée, et notamment pour les personnes déficientes visuelles qui sont en intégration totale, ce qui est, enfin, en inclusion maintenant, on dit, je crois, hein, c'est ça le Oui, politiquement correct. oui. Politiquement correct, Ouais. on va dire. Ouais, c'est ça, hein, on est d'accord. De mon temps, il y a encore 6-7 ans, on parlait d'intégration, maintenant c'est inclusion. Et pour ces personnes-là, je pense que ce type de plateforme serait vraiment un plus, une vraie plus-value, puisque bon, bah, jusqu'au bac, on est suivi, on est aidé, on est accompagné, mais après, on est vraiment lâché. C'est-à-dire que les S3AIS, notamment, accompagnent jusqu'à la terminale. Peut-être plus si on reste dans le cadre lycée, si on intègre un BTS ou des choses comme ça. Mais si on veut partir à la fac, ou notamment dans des écoles privées, je crois que le support s'arrête. Et là, pour le coup, c'est hyper bloquant parce que du coup, qu'est-ce qui est accessible sans aide? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et si on n'a pas eu la chance d'avoir des années lycée où on nous a préparé à cette autonomie, je pense qu'il est impossible, ou en tout cas très difficile, d'intégrer la fac ou l'école ou des écoles privées et d'évoluer dans de bonnes conditions. Enfin, la marche est vraiment très très haute. Au lycée, on peut avoir un AVS quasiment 24 heures sur 24. Enfin, je m'entends pendant les périodes de cours. Hein. À la fac, il n'y a plus rien, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'une plateforme comme celle-ci serait vraiment une vraie plus-value. Dans mon cas, j'avais la chance de savoir ce que je voulais faire. Enfin, je pensais. Puis au bout d'un an et demi, je me suis rendu, au bout d'un an et demi d'école, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, la voie que j'avais choisie. Et bon, fort heureusement pour moi, j'ai très vite su me relever et trouver un boulot et qui me plaît aujourd'hui, qui fait que je suis embauché et où tout se passe bien. Mais un accompagnement et une plateforme comme celle-là pourraient vraiment donner confiance et donner des retours d'expérience. Je crois que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pourquoi j'avais lancé. Alors, DV Lancez-vous, j'ai lancé vraiment, c'est devenu cabinet qu'il y a 4 ans. Parce qu'à l'époque, non, mais c'est génial. Enfin, alors, bravo. Bah, à l'époque, c'était, j'avais créé la page en 2014. J'écrivais beaucoup, je postais beaucoup, mais je suis passé en vidéo parce que je fais beaucoup de vidéos. Je suis malvoyant, mais je suis un fan de vidéo. Hein, je réalise pas mal de cours. Et en fait, l'idée, c'était de. Pardon? J'ai essayé, mais dans le noir, je filme très très mal. Il y a les adaptations. Je pourrais te faire une petite formation justement. Vas-y, avec plaisir. J'en connais. C'était pour dire qu'on est passé en vidéo parce qu'on s'est dit qu'il faut aller vers des profils. L'idée, c'est pas de… Je dis souvent, on n'a pas la science infuse. L'idée pour moi, c'était d'interviewer les non-voyants et les malvoyants qui ont des parcours extraordinaires. Et à partir de là, les gens vont se reconnaître. Et c'est comme ça que ça va plus parler. Parce que si moi, je me mettais devant ma caméra, je disais, ouais, le conseil de faire ceci, cela, je serais perché. Ça m'intéresse pas. L'idée, c'était vraiment de proposer un échange avec quelqu'un. Et bon, c'est toujours un peu dans l'humour parce que c'est avec l'humour que les choses… Mais c'est ce qu'il faut, avec ça, on fait tout passer. Voilà, donc c'est un peu ça, pour ça que c'est très bien que tu le soulignes parce que pour moi c'est important. C'est devenu cabinet après parce que je suis auto-entrepreneur. Après j'ai ouvert une boîte parce que pour moi je me suis dit là il y a quelque chose à faire et je vois le résultat aujourd'hui. Donc voilà, c'était la petite. Et je crois aussi que alors le retour d'expérience c'est hyper important pour trouver pour le travail, pour les études, tout ça, mais aussi pour l'acceptation du handicap. Tout à fait. Encore une fois, si tu fais de l'inclusion permanente. Ce qui a été mon cas jusqu'à mes 14-15 ans, j'avais jamais rencontré d'aveugle. Et pire même, j'en ai pas honte, hein, j'avais une forme de rejet de tout ça. Ouais, mais je suis pareil que toi. J'en avais rencontré, mais j'avais un rejet, ouais. C'est ça. Moi, j'acceptais d'être handicapé, pas de souci. Par contre, je voulais être ultra autonome, top niveau, donc ça m'a tiré vers le haut. Mais ça m'a poussé aussi à un peu avoir la grosse tête, quoi.
Ouais, bon, je suis le meilleur, les autres aveugles, c'est n'importe quoi. Et en fait, bon, aujourd'hui, je suis dans une asso je suis dans une asso de déficients visuels. J'y travaille au quotidien et non, je suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon, mais je suis loin d'être le meilleur. Donc voilà, et avoir rencontré des déficients visuels vers mes 14-15 ans m'a permis, je pense, déjà d'accepter le handicap, alors que je pensais l'avoir déjà accepté, mais en fait, non. Et excusez-moi. Et aussi de me sentir beaucoup plus en confiance et surtout d'avoir des codes et des clés qui me permettaient de comprendre ce handicap et de comprendre, grâce au fonctionnement des autres, comment fonctionnait cette déficience. Ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, quoi. Génial. Voilà. Non, tu as fait le parcours qu'il faut parce qu'au départ, on refuse. Hein, je fais partie de ceux-là qui ont refusé longtemps parce que j'étais très malvoyant et je n'acceptais pas. Aujourd'hui, Ouais. je me vante même en disant j'ai la chance d'être handicapé. Et ça choque beaucoup. J'aime beaucoup Alors choquer ça, je avec sais ce pas mot-là. si c'est une chance, tu vois, chacun a sa vision propre du handicap. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance. En tout cas, Oui, c'est pas je dis pas que c'est une chance, tu vois, mais j'aime me présenter comme ça pour dire que ouais, je ça ne comprends, peut pas c'est une nous manière de se empêcher. présenter. C'est une manière de se présenter. Ouais. Moi, je pense que rencontrer des déficients visuels, ou en tout cas des gens du même handicap, parce qu'on parle des déficients visuels, c'est ce qu'on connaît, mais à mon avis, les paraplégiques, c'est la même chose. Ça permet aussi de prendre conscience, surtout, qu'on n'est pas seul. On est tous dans le même bateau et on n'est ni meilleur ni moins bon qu'un autre. Et ça, je crois que c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille où on voulait me tirer vers le haut. C'est très bien, mais ça a le revers de la médaille de si l'autre il n'arrive pas à faire ça, putain, moi j'ai réussi, c'est génial, quoi. Ouais, sauf que, ok, lui, par contre, l'autre, il a réussi à faire des trucs que moi j'arrive pas à faire. Et ça, on n'en a pas conscience. Et c'est ça qui est important de mettre en avant. Tout à fait, tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure, on a tous notre histoire. Ouais, merci. Alors, il y a Alexandre Desbiens qui veut prendre la parole, qui a levé la main. Est-ce qu'il peut se présenter et nous… Oui, bonsoir Yves. Bonsoir. Merci infiniment d'abord pour votre invitation ce soir et aussi merci pour l'ensemble de vos témoignages que j'ai suivis avec beaucoup d'attention. Du coup, je m'appelle Alexandre Desbiens, je suis de Strasbourg et je travaille au sein de l'université. Du coup, avec une double casquette. La première, c'est j'accompagne les jeunes porteurs de projets qui souhaitent se lancer vers la voie de l'entrepreneuriat. Et la seconde casquette, je suis référent d'une formation universitaire qui a pour vocation de former les jeunes à la gestion de projet, le numérique et l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, je rebondis. En fait, on recherche pour septembre des projets accompagnés. Et ce projet, justement, de plateforme collaborative a pour moi beaucoup de sens et un impact certain. Et je suis convaincu que les étudiants ou de petites équipes d'étudiants seraient tout à fait capables de vous accompagner par projet et d'apporter leurs compétences sur un projet qui a beaucoup de sens. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est génial. C'est clair. Ouais. Donc, Yves, il faudra qu'on rééchange ensemble bien sûr. Pour voir comment on pourrait intégrer ça. C'est cette portée aussi pédagogique, d'éducation. Et puis, moi, je recherche avant tout des projets qui ont du sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, les actions parfois de l'université sont engagées plutôt dans l'accompagnement de grands groupes ou de PME, alors que ce sont aussi les associations qui ont besoin des moyens et de mettre les compétences au bon endroit. Donc voilà, ça serait avec grand plaisir. Et d'ailleurs, Alexandre, c'est très important ce que tu dis parce que ça serait de remettre justement les étudiants au centre aussi de cette plateforme-là, c'est-à-dire que ce soit des étudiants déficients visuels ou pas d'ailleurs, qui le souhaitent puissent contribuer. Faire partie du game, comme les jeunes disent. Et tout à fait, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que cette année, on a eu le plaisir d'accompagner un étudiant qui arrive du coup en stage avec Yves très prochainement. Donc voilà, c'est un beau relais. Ouais, merci. Il y a Ibrahim, merci beaucoup Alexandre, excuse-moi. Il y a Ibrahim, comme on a débordé, mais on va prendre les dernières questions, mais on reste en contact, hein, ça c'est bon. Je vous recolle le lien là. Parce que oui, on recolle le lien. Il y a Ibrahim qui voulait dire quelque chose peut-être. Voilà. Oui, j'aimerais bien dire. Je voulais réagir un peu par rapport à ce que disait aussi Lucas sur le fait d'être entre deux personnes qui sont non-voyantes.
Parfois aussi, c'est juste une question de complémentarité de connaissances, en fait. Parce que moi, par exemple, la Belgique est divisée, il y a la Flandre et la Wallonie, et puis il y a Bruxelles entre les deux. Et par exemple, en Flandre, ils ont vraiment un système de fonctionnement tout à fait différent, quoi. Et moi, durant toute ma scolarité, j'ai pas connu de néerlandophone à cause de un peu la barrière de la langue et tout. Bon, après, j'ai appris un peu à parler anglais. Et après, en discutant avec des néerlandophones, j'ai vraiment appris plein de choses auxquelles que je ne connaissais pas avant, en fait. Par exemple, ils ont un camp qui s'appelle ICC Camp, qui permet de réunir des personnes de 17 pays différents, des personnes non-voyantes de 17 pays différents, entre 16 et 21 ans. Et c'est ça, par exemple, ce sont des expériences auxquelles je suis passé à côté parce que, premièrement, je ne connaissais pas. Et voilà, c'est ça, en fait. C'est que, par exemple, une plateforme comme la vôtre qui pourrait, je ne sais pas moi, mettre en exergue ce genre de projet qui est possible de participer pendant l'été, des camps, des trucs comme ça, un peu, aussi pour développer le côté un peu international. Parce que l'entraide, ça marche très bien. Quand je vais sur le blog de Rémi, là, le blog Blind Help, où il parle de NVDA, il se fait aider par des gens du Brésil, par des gens, enfin voilà, et donc il y a des gens comme ça, internationaux, qui l'aident à créer des extensions, et on voit très bien à quel point, je ne sais pas si les gens connaissent NVDA, mais c'est un lecteur d'écran pour déficients visuels, peut-être que des malvoyants ici ou des voyants, mais donc voilà, c'est un lecteur d'écran pour déficients visuels, gratuit, et dont la performance n'est pas du tout à mettre en cause, et parfois c'est même peut-être meilleur qu'un logiciel qui pourrait coûter dans les 1000 euros, quoi. Absolument. Parfois la gratuité grâce à l'entraide, et on voit la puissance de l'entraide avec les GitHub, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est GitHub, mais bref, tout ce qui est groupe WhatsApp, groupe Facebook, tout ça pour entraider des personnes à réaliser des choses. Moi-même, par exemple, je sais pas, moi sur des Facebook, j'ai déjà posé des questions pour savoir comment faire telle et telle chose avec Word, et puis il y a quelqu'un qui répond à la question. Donc, et il y a moyen vraiment d'être complémentaire et de pouvoir s'entraider. Donc, une plateforme, c'est intéressant, quoi. C'est franchement intéressant. Ça peut apporter Bien beaucoup sûr, de bon, bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être Alexandre, vous voulez encore dire quelque chose? Je vois que la main est toujours levée. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais je ne sais pas comment désactiver alors. Ah d'accord. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, juste pour votre info, pour votre info, le raccourci, c'est Alt-Y, si jamais ça vous intéresse. Oui, c'est vrai que j'ai pas souligné les raccourcis tout à l'heure. Yves, Oui. Yves, je suis désolée, je suis hyper pénible avec mon lien. Je ne sais pas si tu as des gens qui sont toujours là sur Facebook. Oui, je crois, je vois là. Je vois, il y a tous les gens présents. Et peut-être que tu pourrais leur coller aussi là-bas. Moi, Ouais, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Tu l'as collé, c'est bon? Ouais, je vais le faire là encore. Voilà. On va passer peut-être la parole à Emmanuel, peut-être. Je ne sais pas si c'était à lui, comme ça, on parle un peu de technique, comme on parlait de technique, un peu pour expliquer là où on en est dans l'architecture. Oui, et juste Nathalie, j'ai vu votre message pour les conseillers d'orientation, j'ai noté. Voilà, je vous laisse la main. Donc effectivement, j'ai discuté un peu avec Yves sur la mise en œuvre, parce que moi, ce sera plus côté technique où je peux apporter quelque chose. D'ailleurs, merci à Alexandre de ta proposition, parce que ça peut être une très bonne chose de collaborer avec des étudiants, effectivement. Et donc moi, en fait, en réfléchissant, en écoutant un peu les différents besoins, ce que je me suis dit, c'est que la formule d'ouvrir un forum avec, bien sûr, après différentes gestions d'accès, de modération, etc. Mais en tout cas, la formule forum, pour moi, elle est tout à fait adaptée à ce type de plateforme. Alors maintenant, la difficulté qui se trouve, c'est plus alors soit créer, soit trouver un forum qui soit vraiment bien accessible, parce que en étant non-voyant moi-même, je trouve ça très important que les non-voyants et les malvoyants et tout le monde puissent accéder à ce type de plateforme. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion. Bien sûr, c'est toujours ouvert. Mais
à mon sens, c'est le plus adapté de fait, parce que c'est aussi, ce sont des plateformes collaboratives, les forums, donc, et surtout, il peut y avoir beaucoup de contributions assez simplement. Donc, c'est fait pour ça à la base. Tu crois Voilà, que c'est Pia qui a la main normalement? Ouais. J'ai juste que je sais pas. Oui, bah, en fait, là, pour l'instant, donc là, on est en train de demander effectivement si les gens avaient des suggestions particulières par D'accord, rapport ok. à la plateforme, s'ils avaient des désirs particuliers, et ensuite savoir qui avait envie de contribuer du coup à cette réflexion et à cette construction ensemble via le groupe de travail qu'on est en train de créer avec Facebook. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent se manifester, qui veulent participer, c'est le moment, mais ça peut se faire aussi après, n'hésitez Bien pas. sûr, bien sûr. Il y a le don, c'est bien. Dévélancez-vous de Think Tank. Donc, c'est facile à trouver. On a mis les liens là pour ceux qui veulent venir avec nous justement pour la réflexion, la construction. Et j'avertis toujours, comme tout à l'heure, Agathe m'a bien rappelé hier, on est là pour bosser, pas pour pleurnicher. C'est ça, Attention, celui exactement. qui veut pleurer, je ne vais pas dire qu'il sera banni, mais on va se fâcher. Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on ressente vraiment sur le sujet et qu'on puisse avancer sur ce projet. Et on vous propose aussi de nous rejoindre sur Telegram Dévélancez-vous Oui. pour vous donner en temps réel les informations du coup. Je les aussi. avancer, ouais. Là, je vais mettre le lien aussi dans les trucs. Moi, c'est Ibrahim et je suis assez intéressé d'apporter ma réflexion si jamais c'est possible. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, non, j'ai déjà cliqué sur le lien sur lequel je vais. Non, je ne suis pas encore inscrit, mais je le ferai. C'est juste que Telegram n'est pas le plus accessible des applis. C'est vrai, je suis d'accord. Après, c'est un peu utilisé, c'est possible d'être utilisé sur l'ordinateur. Mais bon. Je l'utilise beaucoup sur l'ordinateur pour la simple raison que, comme je partage, ça fait 3 ans que j'utilise Telegram, on partage énormément de fichiers lourds. Il y a plus de possibilités d'accessibilité bien sûr. Sur WhatsApp. C'est pour ça que Telegram me semble, on peut envoyer des gros fichiers et ça me plaît beaucoup sur ce côté. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, quelqu'un voulait parler. Ouais, Lucas, toujours et encore. Oui. Je suis vraiment intéressé pour. Lucas et sa grosse voix. Lucas, président. Ouais, président, peut-être pas, non, mais trésorier, moi j'aime bien les sous. Ok. On sera au courant. Ouais. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vous rejoindrai sur cette réflexion-là. Très bien, merci Lucas. Super. De rien, je vous recoupe. Je crois que c'est Agathe maintenant et Oui. on va clôturer. Voilà. Absolument. C'était magnifique. Ouais, on a 2 heures pile poil. Ouais. Agathe, elle a disparu. Ah pardon, vous m'entendez? Oui. Je suis désolée, j'avais un problème de micro. Bref, c'est pas grave. Il y a encore Zouzen qui a levé la main. Attends, peut-être avant de clôturer. Zouzen veut dire quelque chose? Zouzen? Non. Je pense qu'il n'a pas baissé la main. Ah, ok. Très bien. Bon, du coup, je reprends la main, puisque c'est comme ça. Ouais. Non, déjà, je voulais vous... En fait, j'étais en train de parler, mon micro, il était fermé. Non, mais je suis désolée. Je voulais vous remercier à tous d'être restés là jusqu'au bout. Merci Nathalie pour ton message. Je voulais vous remercier à tous d'avoir été là avec nous. Merci à nos invités. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites. À Yves, à Pia, voilà, merci à tous. Alors, je vais dire, il y avait 70 inscrits. Énorme. Ouais, hein. c'est énorme. Énorme. C'est énorme. Plus Mais les personnes qui ont été sur une cinquantaine de sur personnes Facebook. en direct. Voilà. Plus les personnes qui étaient sur Facebook, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Voilà, donc c'est très très gros, c'est un sujet qui intéresse, qui est vaste et on est ravis de pouvoir partager ça avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de perpétuer la tradition de Yves et si chaque personne qui a été invitée en VIP, c'est-à-dire, je crois qu'il y en a qui sont partis, mais il reste notamment Caroline et Emmanuel. Je ne sais pas si Céline est toujours là, mais je ne crois pas. Et Naël est parti et Domiti aussi. De nous dire un petit mot, le mot de la fin en 30 secondes pour terminer. Voilà, je commence par Caroline parce que ça commence par un C. Voilà. J'ai été tirée. On est mal lotis, nous, entre mon prénom et le Y. Ah ouais, toi, et le W, je suis toujours dernier partout.
J'ai Avec vécu ça à l'école. Hein. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité et puis je voulais vous féliciter pour la belle énergie que vous déployez et puis voilà, maintenant à suivre, en espérant qu'il se passe plein de choses et je pense qu'il y a plein de parallèles à faire avec les travaux que nous aussi on mène, donc avec plaisir pour l'avenir ensemble. Merci beaucoup. Domiti, tu veux un petit mot si tu es toujours là? Domiti, elle est partie Elle est dans partie? sa chambre, ouais, elle est partie. Bon, voilà. Mais Pas de elle a souci. suivi une partie, elle a suivi une partie. Bon, super. Emmanuel, du coup? Alors, moi, ce que je voudrais dire déjà, merci à DV Lancez-vous de manière générale. Et ce qui est important, je pense, pour les jeunes de maintenant, c'est de savoir que l'avenir n'est pas forcément simple, mais elle sera jamais impossible. Voilà. Ah, merci beaucoup. Pia? Oui, effectivement, merci à tous parce que c'est grâce à Yves aussi et à Dévélancez-vous que j'ai pu rencontrer Agathe suite à un de tes témoignages et qu'on a pu projeter l'avenir. Donc, merci. Moi, ce que je voulais dire aussi aux jeunes et aux parents, c'est que rien n'est figé. Des fois, on est lancé dans un projet et on y tient un coûte que coûte. On peut aussi ils perdent beaucoup de ressources, mais aussi en gagner. Et en fait, il faut se dire que vraiment, rien n'est impossible, rien n'est définitif. Il y a des portes ouvertes partout, tout le temps. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Il suffit de regarder peut-être la réalité d'une autre manière, tout simplement, et de tendre la main vers d'autres rencontres auxquelles on n'aurait pas pensé jusque-là. Donc, voilà, il faut toujours garder espoir, même si j'en conviens, c'est loin d'être évident. Et bien sûr, il y a beaucoup d'embûches. Rien n'est figé, nous dit Caroline, c'est exactement ça. Ouais. Yves, le dernier de l'alphabet. Ah oui, déjà, je ne peux que, je veux dire, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'aime souvent le dire parce que c'est pas pour montrer que je suis le meilleur dans toutes les mises en relation là. J'étais juste là pour montrer que c'est possible. C'est possible quand on met les choses en place et qu'on y croit. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été dans un positif énorme. Ma femme, d'ailleurs, elle ne comprend jamais pourquoi, même dans des moments de galère, je suis toujours positif. Moi, je pense que c'est important. C'est important, justement. Déjà, quand on a un handicap, c'est compliqué. Qui plus est, quand on cherche du boulot, c'est encore difficile. Après, on rencontre les jeunes qui sont dans la même difficulté. Et quand on n'a pas cet esprit aigri, parce que souvent, quand on a des personnes handicapées, on a souvent cette aigritude en ne voulant pas faire évoluer les choses parce qu'eux, ils ont été bloqués à un certain niveau. Donc, moi, je ne partage pas ça. Moi, je suis dans une vocation de partage, d'échange et de rencontres. Je fais des rencontres magnifiques avec DV Lancez-vous. Et j'espère que ça va continuer. Je vous remercie à vous tous d'avoir répondu présent, justement, que ce soit aux vidéos, aux interviews. Et l'idée, c'est toujours de construire, de co-construire ensemble et de montrer que rien n'est impossible. Et pour moi, j'ai toujours une phrase que j'aime dire par rapport à tout ça, c'est tout simplement que le plus important dans la vie n'est pas de posséder les meilleures cartes, mais de bien jouer celles que nous avons entre les mains. C'est comme ça que j'évolue. Et je joue ces cartes-là tout le temps. Je joue ces petites cartes. J'en ai 3 dans la vie, je les joue tout le temps et je joue bien, voilà. Et donc, je pense que plusieurs personnes qui sont là ce soir font pareil, quoi. Ils jouent aussi ces cartes-là. C'était mon dernier mot. Et Agathe, maintenant, c'est toi qui clôture. Écoutez, merci beaucoup à tous. Moi, j'ai envie de vous dire, chacun son histoire, chacun ses forces, chacun ses faiblesses. On est tous différents, même si on a un handicap visuel qui nous rassemble ici. Tout est possible dans la vie. On pense que comme on est aveugle, on sera forcément accordeur de piano, rempailleur de chaises et kiné pour être dans le cliché, mais c'est pas vrai. Suivez votre cœur, suivez votre passion. Suivez là où vous avez envie d'aller et même si des fois il faut lâcher prise sur le résultat parce que la manière académique ne convient pas, c'est toujours possible de trouver une solution. Voilà. Et vous n'êtes pas seul.
S'il y en a un là parmi vous qui est dans la galère dans les études supérieures, t'es pas seul, t'inquiète, ça va aller. On est avec toi, voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été là encore une fois. J'espère que ce débat vous a plu. J'espère retrouver plein de personnes à approuver sur le groupe Facebook. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau débat avec Yves Wancy. Dévélancez-vous. Oh, allez, tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. On laisse toutes les informations sur Facebook. Vous pouvez rejoindre sur Dévélancez-vous Facebook. On mettra tous les liens. Et moi, je mettrai tout aussi sur mon groupe. Et tous les groupes aussi, vous pouvez partager. Et le lien, normalement, pour ceux qui veulent revoir la vidéo, elle est sur Facebook. Donc, vous la verrez en replay là. Donc, voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Bon Bye week-end. bye. Salut. Au revoir.